Moi, je vais appeler le prochain animateur de la plénière, de la dernière plénière, donc de notre journée. C'est à l'origine un journaliste brillant comme il se doit. C'est aujourd'hui le rédacteur en chef de l'un des journaux les plus lus dans l'industrie. Ce journal, c'est l'Usine Nouvelle. Le rédacteur en chef, c'est Thibaut de Jéguer. Thibaut, si tu veux bien me rejoindre sur scène. Alors, nous t'avons demandé, le Syntec numérique t'a demandé une lourde tâche, c'est de travailler en fait sur cette plénière, dans le cadre de cette plénière, sur les questions autour du renforcement de notre filière. Et pour que il n'y ait aucune ambiguïté dans le cadre de l'animation de cette table ronde, on a voulu la confier à un tiers de confiance. Et on s'est dit que sur le sujet du numérique, ce tiers de confiance, ça ne pouvait être que toi et l'Usine Nouvelle. Je tiens, avant de te donner complètement la parole, aussi à souligner que l'Usine Nouvelle est de plus en plus orientée vers le numérique, puisque je crois que vous avez lancé un nouveau média qui s'appelle l'Usine Digitale. Tu veux mon micro, déjà? Ouais. Bon, ben voilà. Non, mais c'est juste pour dire deux, trois mots sur l'Usine Digitale. En fait, c'est plus qu'un site web à part entière, c'est une chaîne numérique, en fait, qui veut raconter comment l'économie se numérise, comment l'industrie se numérise. Et donc, effectivement, l'open source en fait partie. Et donc, on essaie de raconter un peu cette vie quotidienne de la numérisation des entreprises et des usines. Donc voilà, donc si vous avez des informations, n'hésitez pas à nous en faire part, à moi ou à Aurélie Barbeau, peut-être que vous connaissez un peu mieux, et qui suit ça au quotidien avec toute son équipe. Voilà. Bon, bah, je prends la suite, Alexandre. Voilà. Je vais appeler mes témoins parce que moi, je suis pas grand-chose à dire sur la structuration de la filière numérique. Moi, j'ai besoin d'experts pour parler de tout ça. Donc, je vais demander à Michel Isnard, François Elie, Stéphane Fermigier, Laurent Séguin, Philippe Montargès, Yves de Moncheuil et Cédric Thomas de me rejoindre sur scène. Je sais pas où je me place. Je vais me placer au bout comme ça. Voilà. Prenez place. Vous avez des places. Il y a eu un plan de table de fait, donc c'est formidable. J'espère que le protocole a été respecté. Allez-y, installez-vous. Voilà, tout le monde a pris place. Alors, je vais me mettre de l'autre côté. Voilà, je passe devant la caméra. Je coupe tout. Il en manque une. Alors, attendez, je vais en prendre une. Voilà, je prends une chaise et c'est bon. Comme ça, je vais me mettre sur le côté. C'est parfait. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est comment renforcer la filière open source en France, logique de filière, c'est quelque chose de bien connu des secteurs traditionnels dont parle l'Usine Nouvelle, des secteurs industriels traditionnels, mais peut-être moins évident sur des secteurs un peu plus jeunes comme le vôtre. Donc on va en parler dans quelques instants. Quelles sont vos idées, quels sont les leviers que vous pensez pouvoir que l'on devrait actionner pour essayer de mieux structurer cette filière. Mais avant ça, je vais vous demander de vous présenter, de nous dire tout simplement d'où vous parlez, au nom de quelle organisation. Je vous propose de commencer peut-être avec Michel Isnard, qui est donc ici la puissance invitante, puisque vous êtes coprésident avec Alexandre du comité open source du Syntec numérique. Donc, merci de me passer la parole. En effet, je vais intervenir au cours de cette table ronde, je dirais en tout cas en venant de deux origines. La première, qui est bénévole, c'est mon rôle de coprésident du comité open source au Syntec numérique. Comme je l'avais dit ce matin en ouverture, c'est un comité qui s'intègre dans le travail plus large mené par la commission éditeur de logiciels. Donc, nous avons une activité séparée, mais aussi intégrée dans le cadre du Syntec numérique. Le Syntec numérique, c'est quand même une fédération de près de 1200 entreprises qui rassemble un grand nombre de bénévoles, on l'a dit ce matin, 800 personnes, 300 réunions annuelles, beaucoup de travail, beaucoup de réflexion autour de sujets qui nous intéressent tous, la e-administration, l'éducation, les smart cities, etc., etc., et qui essaie, je dirais, de faire vivre ce monde ou cette économie numérique en faisant en sorte qu'il y ait une sorte de fédération. D'ailleurs, nous faisons partie de la fédération Syntec. Nous gérons nous-mêmes notre convention collective, donc c'est quelque chose qui est vraiment très, très organisé, très structuré. J'ai aussi une casquette, je suis payé, c'est mon travail. Je suis vice-président de la société Red Hat pour la région Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique.
Et à ce titre, évidemment, lorsque j'ai souhaité rejoindre le Syntec, dont je suis aussi un administrateur, c'était pour faire valoir cette vision entreprise du logiciel open source, des logiciels open source, parce qu'en fait, il est possible aujourd'hui d'être un vrai pure player, c'est ce que fait Red Hat, de ce monde open source, tout en respectant strictement les règles, les valeurs, les principes du monde open source. Ça n'empêche pas de faire de l'argent, quoi, pour le dire clairement. Ça n'empêche pas d'avoir une activité économique rentable, d'être la première société à avoir passé le milliard de dollars. Et en le faisant, nous sommes par exemple sur le noyau Linux, le plus gros contributeur depuis de nombreuses années. Sur d'autres sujets où nous intervenons, OpenStack, nous sommes devenus le deuxième contributeur parce que nous estimons que c'est bénéfique à la communauté. Et donc, j'interviens aussi avec ça parce que c'est ce qui va alimenter mon travail dans le cadre des réunions du Syntec. On comprend mieux d'où vous parlez. Je vais passer la parole à François Elie, président de l'Adulac. Si on peut faire passer le micro, il n'y en a pas pour tout le monde, donc voilà, on est un peu nombreux. François Elie, donc l'Adulac, c'est l'association des utilisateurs... des développeurs et utilisateurs de logiciels libres pour l'administration des collectivités territoriales. Voilà, merci. C'est un petit peu long. Voilà, j'allais vous dire, vous étiez un peu la voix des pouvoirs publics et des collectivités ici. Bon alors, l'Adulac existe depuis 10 ans, juste après le rapport Carcena qui nous a servi de feuille de route. Il y avait une page qui n'a pas beaucoup pris de ride sur les logiciels libres à l'époque, donc c'était il y a 10 ans. Et depuis 10 ans, nous essayons de mutualiser l'effort de développement, pas seulement d'utilisation, concernant des logiciels libres qui n'existent pas, qui sont les logiciels métiers. Et donc, on essaye d'encourager l'argent public à payer autrement. À côté de ça, j'ai commis en 2009 un petit livre chez Erol qui s'appelle « L'économie de logiciels libres ». Un mot simplement sur l'idée que, à mon avis, il y a 3 communautés. Il y en a 2 dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. La communauté des développeurs, assez informelle. La communauté des entreprises qui cherchent à se structurer, par exemple ici. Et puis, il y a une communauté dont on ne parle pas assez. C'est la communauté des clients. Vous savez, ces utilisateurs qui payent et qui, elle, a besoin de se structurer, notamment pour développer des logiciels libres métiers. Je vais passer la parole à votre voisin. Je vais lui demander de se présenter également et de nous dire d'où il parle aussi. Donc, je suis Philippe Montargès. Moi, je suis entrepreneur d'origine et président d'Alterway, qui est une société 100% open source depuis 2006. Nous avons 3 métiers, l'ingénierie et le développement, l'hébergement et la formation. Et je suis là au titre du PLOS, qui est un réseau d'entrepreneurs et d'entreprises logiciels libres en Île-de-France. J'espère représenter ce cluster le mieux possible. Je parlerai aussi, je me permettrai aussi de représenter les 10 autres présidents de clusters qui constituent le CNLL. Il y en a certains qui sont présents ici, il y a Sébastien Dubois de Libertis qui représente la région Rhône-Alpes. Et c'est important d'avoir tout ce tissu associatif d'entrepreneurs réunis au sein de ces différents clusters régionaux d'entreprises. Alors, PLOS, c'est pourquoi PLOS? PLOS, c'est un réseau, c'est-à-dire c'est des entrepreneurs qui se réunissent entre eux. Il y a beaucoup d'initiatives et d'accompagnement en phase d'amorçage, de start-up. Il y a moins d'accompagnement auprès des chefs d'entreprise quand ces chefs d'entreprise entrent dans le dur du sujet, c'est-à-dire leur croissance, financer leur croissance, structurer leur croissance. Et donc, PLOS est là pour, effectivement, dans le domaine du logiciel libre, pour aborder des thématiques qui sont clés, le recrutement, le financement, l'action de marché public, le marketing, la communication de ces boîtes-là. Donc tout ça est important et ça se fait au sein de cette organisation-là. PLOS est un des éléments constitutifs, et je le rappelle, du CNLL, qui est le Conseil national du logiciel libre. Merci. Laurent Séguin, c'est à vous. Vous êtes président de l'association française des francophones des utilisateurs donc des utilisateurs de Linux. Voilà, non, de logiciels libres. Ça, pardon. Voilà, ça. J'ai une mauvaise info. Donc AFUL, ça veut dire Association francophone des utilisateurs de logiciels libres. Alors avant, quand elle a été créée, ça s'appelait Linux et les logiciels libres, parce que les logiciels libres, personne ne savait ce que c'était, mais au moins Linux, ça éveillait quelque chose. Donc l'origine de la création de l'AFUL, c'est 1998, avec des pionniers du mouvement du logiciel libre en France. Donc vous pouvez citer quelques-uns de vos membres, par exemple? Quelques-uns des membres fondateurs ou actuels? Actuels, effectivement, c'est ce qui nous intéresse plus. Dans les membres fondateurs, dans les membres actuels, il y a Suze, il y a... Qui c'est qui est encore ici? Sensio Labs, qui c'est qu'il y a d'autres? Il y a le groupe La Poste, il y a beaucoup de particuliers, il y a Stéphane qui est là, il y en a pas mal aussi là-bas. Voilà, c'est les membres de l'AFUL, ce sont des particuliers, d'autres associations, ce sont
des laboratoires de recherche, des établissements publics, des écoles, des TPE, des grandes entreprises, des moyennes entreprises, des multinationales, voilà. C'est tout le monde. Presque tout le monde, quoi. C'est presque, on est ouvert à tout le monde. La FUL est connue pour surtout une grande action, qui est l'action de la lutte contre la vente forcée de logiciels avec les matériels, ce que nous on appelle les racketiciels. Donc vous avez peut-être entendu parler de l'action racketiciel.info. On y travaille juste depuis 1998, c'est toujours pas réglé. On est également connu pour toutes nos actions éducation, parce qu'on a un accord cadre avec le ministère de l'Éducation nationale, où on a réussi, dès la création de la FUL, à faire dire au ministère de l'Éducation nationale qu'il y avait des logiciels, et dans les logiciels, il y avait des logiciels libres. C'était une énorme avancée à l'époque. Donc on mène beaucoup d'actions pour faire modifier les programmes de l'éducation nationale. On mène aussi des actions d'éducation populaire et de formation un petit peu dans les... Je vous propose qu'on en parle peut-être tout à l'heure, à l'occasion de notre débat autour de la filière, parce que ça fait partie des éléments... Ça c'est pas du tout... Enfin, si, ça peut faire partie de la filière. Je pense que la partie éducation, en tout cas, partie éducation de filière, je pense que c'est important. Mais, ouais. On peut en parler, justement, ça peut être un sujet de débat. Ouais, bien sûr, mais tout comme aussi la normalisation, parce qu'on est force de proposition dans les organismes de normalisation, ça aussi. Et puis, je pense que voilà, on peut passer à la suite. On va repartir à ma droite avec Cédric Thomas. Donc vous animez une communauté open source internationale de professionnels qui s'appelle OW2. Racontez-nous un peu. Oui, OW2 a été créé il y a 7 ans par des membres tels que Bull, France Télécom, INRIA, Red Hat. Nous avons aussi parmi nos fondateurs des grandes universités chinoises, telles que Peking University, ISCAS, etc. Grandes sociétés de services, CVIC, nous avons une grande société de services brésilienne, Serpro. Donc ce sont des grandes organisations, mais aussi pas mal de PME, qui sont mises ensemble pour créer une organisation open source dont le but est d'apporter un système de gouvernance à des projets. L'idée est qu'un projet ne s'auto-déclare pas open source comme ça, mais d'apporter une certaine sécurité à l'utilisateur. Une organisation open source ne peut être qu'internationale, la technologie est internationale. Donc OW2 est une organisation internationale, on est peut-être plus connu au Brésil, en Chine qu'en France. Et on a une base de code de l'ordre d'une centaine de projets open source, d'infrastructures, parce que nous pensons qu'il y a l'open source est le modèle adéquat pour innover dans le domaine de l'infrastructure. Et nous avons actuellement une 60aine de membres. D'accord, merci. On reviendra avec vous sur vos idées pour structurer cette filière. Stéphane Fermigier, vous êtes président du groupe de travail logiciel libre au pôle de compétitivité systématique dont on vient de parler à l'instant, des pôles de compétitivité, je veux dire, avec Madame Dubarry. Présentez un peu votre travail, votre action. Vous me disiez qu'il y a une centaine d'utilisateurs, c'est ça, au sein de ce groupe de travail, une centaine d'entreprises impliquées. On parle de groupe thématique. C'est un groupe thématique qui s'est monté il y a 5 ans. Au sein d'un pôle existant, le pôle systématique, qui s'intéressait déjà à d'autres sujets comme les télécoms, les transports, etc. Et il y a eu un dossier qui a été monté pour faire un pôle spécifique sur le logiciel libre qui finalement a été plutôt transformé en groupe thématique, donc un ensemble de membres au sein de ce pôle systématique qui est lui-même un pôle assez important avec 800 membres, je crois. La vocation mondiale, enfin, voilà, de taille mondiale, une vingtaine de permanents, etc. Donc la communauté du logiciel libre, elle s'est montée en 5 ans. On a dû démarrer à 60. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé la barre des 100. Et je pense que l'objectif en fin d'année, ça sera d'arriver à environ 120 membres. Alors majoritairement des PME et avec énormément de projets, puisque l'une des vocations du groupe de thématique logiciel libre et plus généralement des pôles de compétitivité, c'est d'aider au montage de projets de R&D. L'immense majorité des projets de R&D de notre groupe thématique est montée par des PME, ce qui est vraiment très différent de ce qu'on peut voir sur les autres groupes thématiques. Donc on a cette spécificité PME. Plus généralement, la mission du groupe thématique logiciel libre, on dit, c'est aider à développer l'écosystème du logiciel libre en Ile-de-France. Donc il y a une notion d'écosystème qui n'est pas très éloignée de la notion de filière, mais il y a quand même une petite différence sur laquelle peut-être Philippe reviendra tout à l'heure, puisque c'est lui qui a eu l'idée. Et puis la notion de territorialité au niveau de l'Île-de-France. Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on ne travaille pas avec d'autres clusters au sein du Conseil national du logiciel libre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, avec d'autres pôles de compétitivité qui ont des compétences plus métiers, comme Minalogic par exemple dans la région Rhône-Alpes, etc. Donc
En 5 ans, on a vu 33 projets de R&D financés pour un montant total, un effort total de 140 millions d'euros, ce qui est quelque chose d'absolument unique au monde. On a cherché dans le monde des structures un peu similaires à la nôtre avec qui on pourrait engager des collaborations internationales. Et depuis 5 ans, on cherche toujours. C'est-à-dire qu'il y existe des associations d'entreprises, il existe des micro-clusters, etc. Mais il n'y a vraiment rien. Il s'agit donc d'une expérience française tout à fait unique et avec des résultats qui sont, sur ces 33 projets, on a une centaine d'organisations, aussi bien des PME que des laboratoires de recherche publique qui sont actuellement impliqués, qui travaillent sur ces projets. Ça représente à peu près 350, 400 emplois directs. Et bien sûr, une fois que les projets sont terminés, là, vu qu'un projet, ça dure 2-3 ans, on n'a pas encore tous les résultats, bien sûr, mais sur les premiers projets, on voit déjà un certain nombre de choses très intéressantes. On a vu SlapOS ce matin, par exemple. On sait que OBO, par exemple, qui est un de nos membres, a eu des projets de R&D tout à fait intéressants. On verra dans quelques instants si ça peut être le début d'une filière ou est-ce que ça peut être une des briques de base de la filière open source française. Ça fera partie de notre débat. Dernière personne à intervenir dans ce débat qu'on va essayer de rendre aussi vivant que possible. Yves de Moncheuil, vous êtes président de la commission open source de l'AFDEL. Et vous travaillez également pour Talend. Alors exactement. Alors comme Michel, j'interviens ici avec une double casquette. Tout d'abord celle de mon employeur, Talend, qui est aujourd'hui un des plus gros éditeurs de logiciels français, logiciels tout confondus, propriétaires et open source, avec 400 collaborateurs présents sur 3 continents. Éditeur qui dès le début a adopté le modèle Open Core dont on a un petit peu parlé aujourd'hui, un modèle Open Core qui nous a permis de générer une croissance importante, de dégager des revenus qui nous permettent de financer le développement continu des solutions, aussi bien la solution commerciale que la solution open source. Et ce qui a fait, je pense, le succès de Talend, c'est d'apporter une flexibilité sur un marché qui n'en avait pas avant, une ouverture sur un marché qui était dominé exclusivement par des solutions propriétaires. Alors ma deuxième casquette, c'est celle de l'AFDEL, dont je suis administrateur. L'AFDEL, c'est l'Association française des éditeurs de logiciels et de solutions Internet, qui représente plus de 300 entreprises, des startups jusqu'aux plus grands groupes, qui inventent les usages numériques de demain. L'AFDEL est présent dans un certain nombre de débats, de discussions, de combats, en particulier ces derniers mois, aux côtés du Syntec numérique, aux côtés de du syndicat national des jeux vidéo, par exemple, pour discuter des projets autour de l'entrepreneuriat que le gouvernement portait. Et enfin, l'AFDEL s'est vu confier par Madame Fleur Pellerin la responsabilité de conduire une réflexion sur la création ou le développement du moins d'une filière Big Data en France, sujet sur lequel on travaille avec Paris Capitale du Numérique. Merci Yves de Moncheuil. On va revenir avec vous tout à l'heure sur les leviers que vous pensez nécessaires pour structurer cette filière open source. Je voudrais repasser la parole directement à Laurent Séguin, le président de la FUL. Finalement, vous regroupez tous les parties prenantes de la filière d'une certaine manière. On a fait un virage en 2011 vers les clients, vers les utilisateurs. Parce que s'il y a Patrice Bertrand qui aime beaucoup cette petite blague, c'est on est tous présidents de quelque chose dans le libre, ce qui est assez vrai, parce qu'il y a beaucoup d'associations, on est regroupés, on se connaît tous, mais on s'est rendu compte en 2011 que personne ne s'occupait des utilisateurs, des clients. La DULAC le faisait pour les collectivités et les administrations, mais personne ne le faisait pour les entreprises. Donc la FUL a fait ce virage-là en 2011. Donc on s'est résolument tourné vers eux. Mais donc vous, si vous dites aujourd'hui, comment vous trouvez que la filière se porte? Est-ce qu'elle a besoin? Vous dites, on est tous présidents de quelque chose, effectivement. Moi, pour être très clair, je suis un novice de l'open source. Je suis pas un familier, j'ai pas baigné dedans. Moi, je connais bien les usines, etc., les filières industrielles. C'est beaucoup plus structuré que ce que le visage que vous donnez aujourd'hui. Oui. Alors, quels sont les leviers sur lesquels vous pensez qu'on peut actionner? Déjà, l'industrie du libre, c'est une industrie qui est jeune. Parce que si l'informatique libre, elle a été pendant longtemps verrouillée, elle commence à s'ouvrir. Donc il y a une industrie qui est jeune. Les entreprises, elles n'ont pas 30 ans, elles n'ont pas 25 ans, elles ont au maximum 15 ans. En général, dans les pure players. Donc c'est pour ça qu'il faut du temps pour se structurer. Il y a beaucoup de réflexions. Il y a des erreurs qui sont faites. Une que j'aime bien dire souvent, c'est arrêter de dire que le libre, c'est pas cher. Voilà,
Si c'est moins cher, effectivement, mais ça ne doit pas être l'argument principal. Ça ne doit pas être l'argument de vente, c'est prenez-nous parce qu'on est moins cher. C'est quelque chose qui fait très mal. Et quand je discute avec les grands groupes et qui eux aussi regardent l'open source un petit peu de loin comme ça, quand ils voient un interlocuteur qui arrive avec un argumentaire de prix, ben, ils vont tirer le prix au plus bas et demander un maximum. Donc, il faut faire le juste prix, il faut arrêter de dire que c'est pas cher. Déjà, ça va aider à la filière à faire plus de chiffre d'affaires. Ensuite, il y a besoin vraiment de se structurer, je pense. Ça commence avec certaines associations d'entreprises et tout ça, mais ça manque encore d'entraide, ça manque encore de faire circuler l'argent, il manque tout ça. Il y a vraiment... On sent pas un côté vraiment, on s'entraide tous ensemble, on est une communauté et on se tire tous ensemble vers le haut. Est-ce qu'il y a besoin de leaders? Je prends par exemple la filière automobile ou aéronautique, finalement il y a Airbus qui tire pour l'aéronautique toute la filière. Un PSA ou un Renault, il y aurait beaucoup à dire sur le modèle PSA Renault. Un PSA et un Renault qui tire toute la filière, est-ce qu'il y a besoin d'un grand groupe qui est porte-étendard? Je ne pense pas. Il y a plusieurs réactions à ma question, donc je passerai les paroles à Je pense qu'il y a besoin de grands... Il y a besoin vraiment que les grandes entreprises industrielles s'impliquent. Il n'y a pas besoin d'un gros éditeur, il n'y a pas besoin d'une grosse société de services, je pense. Donc que les clients s'impliquent, c'est ça? Il y a besoin que le client s'implique. Parce que de quoi on parle? On parle d'un logiciel libre. Et l'important, ce sont les libertés qui sont accordées à l'utilisateur. Et c'est ça, et c'est donc à lui, ça lui change ses paradigmes habituels où il voit un commercial qui lui vend un truc sur une boîte. Ça lui change ses paradigmes. Et du coup, les libertés qui lui sont accordées font qu'il doit s'impliquer. Peut-être pas dans le code, peut-être pas. On va pas transformer toutes les entreprises en entreprises informatiques, mais au moins qu'ils s'impliquent dans la gouvernance des logiciels qui sont devenus structurants pour lui. Voilà, ça c'est une des visions et c'est vers laquelle on tend nos interlocuteurs. On essaie de les éclairer à ça, de vraiment essayer de comprendre ce que c'est et de les paradigmes qui sont modifiés pour eux. Philippe Montargé, vous voulez réagir? Il y a Cédric Thomas et puis Stéphane Ferré. Oui, je voulais réagir sur l'intervention de Laurent et sur la question. En fait, la caractéristique de notre filière, si on peut la poser ainsi, c'est que ce n'est pas une filière classique au sens industriel où effectivement il y a un ou deux grands comptes avec une logique de sous-traitant derrière. C'est pas ça du tout. C'est pas une filière au sens économique avec une intégration verticale. Collez bien le micro. Mais je dirais que c'est une filière plutôt de type neuronal où effectivement le savoir-faire de chacune des PME innovantes, puisqu'on sait que cette filière est constituée, c'est l'étude que présentait ce matin Patrice Bertrand et qui est corroborée par d'autres analystes, c'est d'abord une filière de PME. On peut dire qu'il y a 300-500 PME innovantes sur le territoire français qui contribuent à cette filière. Et effectivement, la structuration de cette filière doit tenir compte de cette spécificité. C'est pas un mal en soi d'avoir 500 PME qui travaillent. Effectivement, il faut qu'émergent les futurs champions industriels. C'est en cours. Il y a parmi cette filière-là des champions qui émergent, comme Talend. Il y a Smile qui émerge. Il y a d'autres acteurs comme Alterway ou ainsi de suite. C'est un potentiel. La structuration doit respecter cette spécificité. On ne peut pas faire une structuration en imposant un modèle qui n'est pas le modèle de notre économie de services numériques. Cédric Thomas? Oui, je voulais revenir sur la notion de filière. Je pense que dans le monde de l'open source, il faut beaucoup plus parler d'un écosystème, parce que les mécanismes de développement de technologie et d'affaires sont plus des mécanismes propres à un écosystème. La notion de filière, quand vous voyez une filière, vous avez une vision amont-aval qui est structurée par des rapports d'achat-vente entre des acteurs qui ne sont pas au même niveau de la filière. Et ces rapports d'achat-vente sont régis par des notions comptables ou des rapports de force. Dans l'écosystème open source, on n'est pas dans ce rapport de vente de rapport de force et on ne doit pas avoir de vision comptable. Chaque fois qu'on a une vision comptable de l'open source, on se plante. En fait, il faut avoir une vision à long terme et une vision stratégique. Et dans l'écosystème open source, on a plusieurs types d'acteurs qui ne sont pas forcément dans des relations comptables les uns entre les autres. Vous avez la notion du libre. Donc le libre, c'est une idée de départ. Mais la réalisation concrète de cette idée de départ dans le monde réel, c'est ce que j'appelle les avatars open source. Vous avez l'avatar du geek, donc social, qui travaille, qui contribue à des logiciels applicatifs, souvent des logiciels applicatifs clients, dont le coût d'accès est facile. Vous avez l'avatar commercial, donc c'est avec les entreprises telles que Talend, etc. Et là, on n'a que des petites entreprises, en fait. La plus grosse entreprise du monde de l'open source, c'est Red Hat, 3500 personnes, 1 milliard, d'accord. Et puis toutes les autres, ensuite 5 maintenant. Mais les autres, derrière, ce sont des PME. Ce sont que des PME. Et puis,
Après cet avatar-là, vous avez l'avatar public. Parce que l'open source, c'est un choix de stratégie publique pour maintenir la compétence dans une certaine communauté, pour entretenir l'éducation des gens, l'entretien et créer de la valeur ici. Au lieu d'être des consommateurs d'un logiciel qui est créé ailleurs, on est coproducteurs. Et cette coproduction, c'est ça qui régit et qui fonde l'écosystème. Et donc nous avons besoin que les grands acteurs, pas simplement industriels, mais gouvernementaux, les grands, les INRIA, les Thales, les Bull, les France Télécom, etc., s'investissent. Mais n'investissent pas simplement en tant que consommateurs-acheteurs, comme on l'a vu ce matin. Moi, je ne vais pas réclamer qu'ils m'achètent des choses. Je réclame qu'ils co-investissent, qu'ils contribuent. Et bien sûr qu'ils vont acheter, à un moment donné, forcément, parce que l'open source n'est pas libre. Ce que j'allais vous dire, c'est bien gentil. Non, mais sans tenir à cette vision comptable de l'open source... Ça va être une industrie qui va tourner le samedi et dimanche avec des associations de bénévoles. Non. C'est une industrie qui va tourner avec des industriels qui ont une vision stratégique, non pas pour le quarter ou sur le budget de l'année, mais à 3 ans. Stéphane Fermégé voulait réagir. Et oui, c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le terme filière, pendant une assez longue période, m'avait un petit peu m'a un peu fait hérisser les poils, jusqu'à ce que, bon, à force d'entendre filière, on s'habitue par se l'approprier, mais en substituant systématiquement dans sa tête écosystème. Dans la notion d'écosystème, on a aussi cette notion de fragilité. On parle beaucoup de la biodiversité, etc. Quelque chose qui est en danger. Bon, le logiciel libre n'est pas en danger. Tout le monde sait qu'il progresse de manière assez forte, mais quand même, il y a aussi des menaces. On a parlé des brevets logiciels, on a parlé des standards fermés. Bon, il y a cette notion aussi qui est importante. Après, au niveau du sujet, ou d'un des sujets qui intéressent beaucoup les pôles de compétitivité, c'est-à-dire les projets de R&D, on retrouve effectivement une dichotomie, ou plutôt une trichotomie, entre les laboratoires de recherche publique, représentés souvent par INRIA, dont on a eu un représentant tout à l'heure, mais aussi les universités ou les écoles d'ingénieurs, les grands groupes qui sont plutôt côté consommateurs de ces technologies, qui vont valider le résultat des projets, et puis on a les PME innovantes, les PME de l'écosystème qu'on représente avec un certain nombre d'acteurs autour de cette table, qui eux vont à la fois par leur capacité d'innovation propre, mais aussi par leur capacité à fédérer des communautés technologiques ou des communautés d'utilisateurs, vont arriver à faire émerger et à faire se développer ces technologies pour en faire des produits et un atout pour la compétitivité des entreprises. Michel Isnard ? Oui, je voudrais revenir sur 2 ou 3 points qui ont été cités par les divers intervenants. La première chose, il s'avère que Red Hat, effectivement, est le plus gros acteur de ce domaine-là. Je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus d'$1 milliard de chiffre d'affaires l'année dernière en clôture fiscale, un peu plus de 5000 personnes actuellement qui composent l'effectif, dont près de 3000 développeurs, donc des gens qui contribuent directement au projet des communautés. Nous sommes un pure player de ce monde-là. Et quand je dis que nous sommes un pure player, ça veut dire que depuis quelques années où nous avons voulu étendre le spectre pour couvrir l'ensemble des besoins de l'infrastructure du système d'information, tout ce que nous avons racheté, qu'il s'agisse de sociétés qui étaient dans le monde propriétaire ou des sociétés qui étaient déjà dans le monde open source, nous avons récupéré ces codes sources, nous les avons testés, validés, parfois améliorés, et nous les avons intégralement restitués à la communauté. Donc Red Hat, aujourd'hui, a un modèle économique, et je crois que c'est ce que tu disais, Laurent, basé mais à 100% sur les règles, les principes de l'open source, mais sur lequel nous apportons une couche de services, de support, d'assurance, de tests, etc., qui est ce que nous vendons dans le cadre des souscriptions. Donc, je voulais préciser ça pour dire que même en respectant stricto sensu les règles et les principes du monde open source, on peut bâtir un modèle économique pérenne. Et là, je reviens... Mais vous croyez, Michel Isnard, pour revenir à notre question, vous croyez que c'est indispensable d'avoir cette vision-là pour construire, améliorer, c'est pas indispensable, ça va ensemble. C'est-à-dire que ce qu'ont dit mes collègues, en parlant du rôle des utilisateurs, quand j'entends dire qu'il faudrait que les grandes entreprises contribuent, je pense que c'est un très bon point, parce qu'elles apporteraient aux différents projets une connaissance métier que les gens qui sont dans l'infrastructure, par exemple, n'ont pas nécessairement. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont là depuis ce matin, on a vu un certain nombre d'entreprises françaises
qui ont expliqué leur modèle économique, qui pour certaines d'entre elles sont de purs acteurs open source, d'autres du freemium, bon, avec des modèles un peu hybrides. Mais qu'est-ce qu'elles avaient en dénominateur commun, toutes ces entreprises qu'on a vues depuis ce matin, entreprises françaises qu'on a vues depuis ce matin? Elles avaient en commun le fait qu'elles s'adressaient déjà à une couche supérieure à la couche d'infrastructure. C'est-à-dire que ce que fait Yves avec Talend, c'est une application, on pourrait dire, un usage de la plateforme. Quand on écoutait à la première conférence et Patrick Stark à propos de CloudWatt, il disait effectivement, nous avons fait un choix délibéré, unique, d'une infrastructure open source, mais sur le fond, peu m'importe. Ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens vont faire de cette infrastructure qu'on va mettre à disposition. Donc, là où les entreprises françaises ont véritablement une carte à jouer, selon moi, c'est en apportant une valeur métier sur cette couche d'infrastructure dont la bataille est faite aujourd'hui. Je veux dire, Linux, c'est Linux. Les middleware de type JBoss, c'est fait, ces choses-là. On peut les améliorer, hein. Les communautés vivent et vivent bien. Mais là où la création d'emplois, la création de richesses, les startups, Patrice Bertrand ce matin a fait une très belle présentation en termes économiques du panorama. Cette multitude de petites entreprises ou associations ont une chance énorme à jouer vraiment dans la cour des grands. Selon moi, si elles choisissent le bon cheval de bataille. Et le bon cheval de bataille, c'est la partie applicative, la partie métier. Celle où, par définition, on se différencie beaucoup plus de ses concurrents que quand on est dans un domaine, je dirais, finalement assez connu maintenant du monde de l'infrastructure. Donc, nous jouons aujourd'hui, Red Hat, et je repasserai après quand même à mon rôle au Syntec, on joue ce rôle d'un fournisseur solide, pérenne, ça fait plus de 20 ans, cette année 20 ans, cette année 20 ans, on est très jeune, que Red Hat exerce et se développe. Je pense que par la grâce de gens qui étaient très intelligents à l'époque où j'y étais pas, ils ont défini un modèle économique qui a permis de monétiser des services autour de l'offre open source. Il y a autre chose à faire aujourd'hui. Et on a parlé de big data, on a parlé de cloud, on a parlé... là, il y a une exploitation, une valorisation, une accélération de l'utilisation de ces solutions open source. Yves de Moncheuil, vous partagez, je vous passe après la parole, François Elie. Oui, absolument. Ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas oublier que le logiciel, avant d'être implémenté, doit être développé. Et comme le disait Patrice Bertrand ce matin, il y a deux, je dirais, grandes familles de développement. Il y a le développement par les communautés, les fondations, et il y a le développement par les éditeurs. Alors le développement par les fondations s'adapte tout à fait à un certain nombre de types d'applications. Les éditeurs interviennent dans d'autres types de projets. Exemple typique de ce qu'on fait chez Talend. Le développement par les utilisateurs finaux doit se faire, à mon sens, dans le cadre je dirais, de quelque chose de plus global, d'une fondation, d'un consortium, pour pouvoir apporter une brique à quelque chose qui va devenir plus global. Il ne faut pas oublier que le succès du logiciel aujourd'hui se fait sur le marché mondial. C'est ce que disait Cédric tout à l'heure. OW2 est un consortium mondial, c'est pas un consortium français. Si on fait un projet de développement franco-français, il va sans doute pas aller très loin, il va pas y avoir suffisamment de ressources, pas suffisamment d'utilisateurs. Donc que ce soit quelque chose qui soit sur une licence, je dirais, totalement libre, ou quelque chose qui soit sur une licence, je dirais, moins permissive, avec éventuellement des extensions commerciales, il faut de toute façon que le projet soit porté par une organisation qui ait un scope mondial. Red Hat est un excellent exemple, il porte le projet Linux. Aujourd'hui, Red Hat est une des principales raisons, je pense, pour laquelle Linux a le succès qu'il a aujourd'hui. Et si on regarde les éditeurs français, il n'y en a malheureusement pas assez. On n'a pas aujourd'hui une filière d'excellence du logiciel français, et en tout cas pas dans l'open source. C'est vrai que Talend est un exemple, il y en a quelques autres, mais il n'y a pas beaucoup d'éditeurs open source français qui ont un rayonnement mondial. Donc à mon sens, pour aller plus loin, il faut créer cette filière d'excellence, cette ambition logicielle qui permette à des éditeurs français de grossir, de se développer, pas seulement sur le marché français, mais de devenir des champions internationaux. François Elie qui boue, là, je ne vais pas pouvoir le retenir plus longtemps. Là, donc... Non, je ne boue pas. Parmi les conditions qui rendront possible un renforcement de la filière, je crois qu'il y a une compréhension du modèle. Fin du siècle dernier, les informaticiens décident d'arrêter de réinventer la roue dans leur coin, et puis ils mutualisent ensemble, comme on a fait des mathématiques à partir ensemble, plutôt que de les faire en format propriétaire. Pythagore protégeait ses théorèmes. Et puis dans un deuxième temps, sous le nom d'open source, on l'a rappelé, les entreprises
en profitent, elles font communauté. Et elles font communauté en essayant de faire des économies de R&D, c'est ça finalement, dans un premier temps. Avant de voir passer les éditeurs, les grandes fondations, elles vont développer du middleware pour ensuite adresser leurs clients avec le goût de l'open source, la saveur de l'open source et le prix du propriétaire. Et dans un troisième temps, les communautés d'utilisateurs, et spécialement sur les logiciels métiers, bien sûr, il y a des éditeurs qui vont développer des logiciels métiers, mais ce que le marché attend, c'est que les utilisateurs, sans doute structurés au niveau mondial, mais n'attendons pas cela pour le faire, prennent en main leur destin et prennent la gouvernance comme une sorte de club utilisateur qui reprend la main sur les métiers qui sont les leurs. Alors, je ne voudrais pas gâcher la fête, mais il y a quand même deux problèmes. Premier problème, entre les deux premières communautés. Contribution ne rime pas avec rétribution. On l'a entendu tout à l'heure, un développeur s'étonne qu'on utilise son logiciel sans qu'il y ait la moindre rétribution. C'est la règle du jeu. Mais quelque part, il y a trop de travail non payé, je suis désolé d'utiliser des concepts marxistes, mais il y a trop de travail non payé dans ce domaine-là. Et il y a peut-être des fortunes indues, et quelque part, il faut un peu de justice. Et puis deuxième problème, entre la deuxième communauté et la troisième, entre ceux qui gagnent de l'argent et puis ceux qui payent, eh bien, il y a un tout petit problème dans la mesure où le service profite beaucoup du code, mais le service ne produit pas beaucoup de code. Et c'est un vrai souci dans le logiciel libre, c'est que beaucoup de services est créé sans reversement. Alors, un mot simplement sur la clé, je crois, pour résoudre ce problème. Pour l'instant, ces trois communautés, elles font forge à part. Elles font forge à part, il y a des forges communautaires, il y a des forges pour les entreprises, il y a des forges d'utilisateurs, la forge de la Dulact avec 400 projets collectivités. Mais il faut faire forge commune, de manière à ce que ces forges soient de véritables places de marché. Et à ce moment-là, on sera mûr. Et je pense que si, en France, on invente une vraie place de marché où les utilisateurs, les communautés, les entreprises collaborent, à ce moment-là, on commencera à voir la fin du tunnel. Poursuivons notre idée, François, il gardez le micro. Cette forge commune, là, à partir de quel projet, à partir de quel acteur elle peut se mettre en place, selon vous? Bon, il suffirait de réunir les forges existantes, et simplement avec une véritable volonté qui peut être politique, de vouloir faire tourner cet écosystème. Et le lieu de l'écosystème, c'est précisément le lieu où se développe le code, où se documente le code, où se fait le marché, et de manière à ce qu'on puisse voir la création de valeur de manière beaucoup plus explicite. Pour l'instant, il y a beaucoup trop de valeurs cachées, beaucoup trop de circuits complexes, et je pense qu'il faut expliciter cette valeur dans une vraie force de marché. Yves de Montcheuil? Oui, alors moi, ce que je voudrais réagir sur ce point, faire forge commune, c'est bien beau, mais moi je pense qu'on ne peut pas industrialiser le logiciel et le rendre mission critical pour des entreprises sans qu'il y ait derrière un éditeur qui porte le projet. Si Linux était toujours développé par Linus Torvald avec ses étudiants, ce ne serait pas devenu un des principaux systèmes d'exploitation aujourd'hui. Donc oui, créer de la synergie, aider les utilisateurs à se fédérer. Mais je prendrai un exemple. Le projet Hadoop, par exemple, qui est issu de eBay, de Yahoo et d'autres grands utilisateurs qui l'ont développé en interne pour leurs besoins propres. Aujourd'hui, s'il connaît le succès qu'il connaît, c'est parce qu'il y a des éditeurs qui s'appellent Cloudera, qui s'appellent Hortonworks, qui portent ce projet, qui l'ont industrialisé, qui le supportent et qui le rendent disponible pour le plus grand nombre. S'il n'y avait pas ces éditeurs aujourd'hui, ces projets resteraient réservés à quelques privilégiés qui ont les moyens de se payer des ingénieurs pour le supporter eux-mêmes, et dont on ne pourrait pas démocratiser Hadoop comme aujourd'hui les éditeurs permettent de le faire. Et je pense que ça s'applique à beaucoup d'autres domaines. Stéphane Fermigier, après Philippe Montargès. Stéphane Fermigier. Oui, moi je pense qu'il y a une véritable dichotomie dans le monde du logiciel en général et du logiciel libre de facto entre effectivement le rôle d'un éditeur et le rôle d'une société de service. Alors dans le monde du logiciel libre, il y a un certain nombre de subtilités. Déjà le fait que le simple métier d'éditeur de logiciel libre n'est pas encore très connu, très compris. Bon, c'est vrai qu'on a quelques exemples. La société que j'ai fondée, Nuxeo, est aussi un exemple d'éditeur de logiciel libre qui au départ était société de service. D'autres exemples aussi, dans cette salle, de sociétés, enfin on peut trouver d'autres exemples de sociétés qui ont démarré par le service, qui ont construit progressivement une offre et qui ensuite rentrent plutôt plus ou moins dans la case éditeur. Alors après on peut aussi dire on va mettre le curseur quelque part entre les deux. Il y a des gens qui vont vraiment vouloir se spécialiser sur le métier du service, fournir le meilleur service possible avec des processus parfaitement carrés,
satisfaction maximale du client, etc. Il y a des éditeurs qui vont dire, moi je fais 0 service, je veux entièrement que tout le service, ça va passer par des partenaires, intégrateurs ou autres types de sociétés de services. Et moi je me concentre uniquement sur le modèle d'éditeur. Bon, les spécificités du monde du logiciel libre font que certaines approches ne sont pas idéales, ne sont pas forcément faciles à réaliser. Un éditeur pur de logiciel libre, il faut bien qu'il vende quelque chose autour de son logiciel. Donc il y a toute la valeur qui peut être ajoutée autour du logiciel, que ce soit la formation, que ce soit justement le service, que ce soit des services SaaS à valeur ajoutée, etc. Tout ça, c'est possible, ça marche. Il y a un certain nombre d'exemples qui l'ont prouvé. Il y a des gens qui ont une approche open core, freemium, etc. C'est d'autres approches. Donc il y a une multiplicité de modèles. Je pense que quand on parle de structuration, il ne faut pas non plus que ça devienne un prétexte pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, trop tôt. Structuration ne veut pas dire uniformisation de l'offre. Peut-être que dans 10, 15, 30, 50 ans, on aura les bons modèles et on pourra effectivement se dire non, ça c'était pas la bonne approche. A posteriori, on se rend. Si vous regardez d'autres filières industrielles dans l'automobile, il y a plein de modèles qui marchent, puis il y en a plein qui marchent pas aussi, et les mêmes appliqués à des marques différentes ne marchent pas. Donc voilà, il y a de la vie pour tout le monde. Oui, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'industrie, ce qui fait que l'open source arrive à maturité, c'est quand même le fait qu'il y ait des acteurs qui puissent porter l'offre auprès de grands donneurs d'ordre, comme on les a vus aujourd'hui, que ce soit des grandes entreprises ou des grandes administrations. Et ces grandes entreprises ou ces grands donneurs d'ordre, pour travailler en open source, il faut qu'ils en fassent d'eux des opérateurs, des intégrateurs qui soient à même de bien déployer de manière industrielle cette offre open source. Donc, ce qui structure aussi la filière, si on parle de filière, c'est effectivement l'émergence de champions et d'acteurs qui soient inscrits à la fois dans l'écosystème, qui portent effectivement l'offre des éditeurs, mais qui soient aussi dans une phase d'industrialisation et aussi de contribution par rapport à cette filière. Je crois que la réussite de la filière passera par le fait qu'il y ait l'émergence au sein de nous, là, au sein de l'écosystème, dans les 300, 500 PME qu'il y a, l'émergence de véritables champions qui puissent porter auprès des grands donneurs d'ordre, et c'est quand même eux qui tirent le marché. Il ne faut pas inverser les choses, c'est comme le client qui achète. Et donc, à partir de là, la filière va s'imposer, va se structurer autour de ce noyau de PME et autour de ce noyau d'ETI qui manque cruellement actuellement en France. Et je voulais juste rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'industrialisation des langages, par exemple, nous on travaille beaucoup sur l'industrialisation PHP, c'est quelque chose qui est vital pour nous, parce qu'effectivement PHP s'impose comme une plateforme de référence à côté de Java, à côté de .NET. C'est un travail de fond qui fait qu'effectivement, à terme, les grands donneurs d'ordre vont avoir confiance dans ce langage-là et vont pouvoir lancer des projets dans ce langage-là. Ce travail-là, il est la responsabilité tout aussi bien des éditeurs comme des intégrateurs. Cédric Thomas et Michel Isnard ensuite. Oui, j'aurais voulu... Attendez, oui. Je reviens sur ces idées-là en voulant remettre une couche sur l'aspect stratégique de l'open source. Vous avez parlé de Red Hat. Red Hat est une société exemplaire. Moi, c'est un modèle dans le business écosystème de l'open source qui a bien réussi. Mais Red Hat a un taux de rentabilité entre 10 et 15%, alors que les grands offreurs de propriétaires sont entre 20 et 25%. Le problème de l'éditeur open source, si on n'est pas un acteur dominant comme ça, c'est qu'on ne peut présenter qu'une rentabilité inférieure à celle qu'attendent les investisseurs. Donc on a un problème d'investissement en France avec des systèmes d'investisseurs qui demandent des taux de rentabilité qui ne sont pas forcément supportables par nos entreprises ici. C'est le premier point. Et c'est pour ça que des sociétés comme Talend, qui sont d'origine française, dont on est très fier, ou Bonitasoft, dont on est très fier, Exoplatform également, sont en train de faire un flip, ce qu'on appelle le flip, c'est-à-dire de transférer leur siège aux États-Unis. Et là, on a un problème de filière ou d'écosystème, vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi ces sociétés-là ont besoin d'aller là-bas? Pas parce qu'il manque de clients, parce qu'il manque de tout un accompagnement qui n'est pas forcément là. Bon, on va dire c'est la totalité. Prenez le micro peut-être, Yves de Monchel, parce que... je veux terminer sur un autre point, c'est que ces sociétés-là, elles partent, on a un problème, mais il ne faut pas qu'elles partent. Parce que la filière, il faut peut-être qu'on ait des champions, mais ces champions, il ne faut pas qu'ils soient trop dominants. On a besoin d'espace de liberté. Structuré, ça ne veut pas dire monopoliser. Ça veut dire qu'on a des leaders. Nous avons des sociétés comme Scalagent, que je vois à la salle ici, qui sont en France, qui apportent de la valeur et qui permettent qui développent des technologies. Après, c'est toute la schizophrénie, c'est-à-dire que un acteur de taille mondiale en France, il est énorme, et donc forcément, il monopolise un peu la filière. Non, c'est pas ça. C'est qu'on a besoin d'acteurs de taille suffisante pour ne pas transformer notre industrie open source en industrie d'installateurs. Voilà.
Alors, pour réagir à donc vous partez aux États-Unis? Alors, non, je ne pars pas aux États-Unis. J'y ai vécu, j'ai beaucoup apprécié. Pour réagir à ce que disait Cédric, Talend n'est pas en train de faire un flip. On n'est pas en train de devenir une société américaine. Par contre, il est tout à fait exact qu'on a été chercher des capitaux aux États-Unis et qu'on a été chercher des capitaux aux États-Unis parce que pour trouver les montants d'investissement dont on avait besoin pour continuer à se développer, on ne trouvait pas en France. C'est aussi simple que ça. Le fait qu'on ait été chercher des clients aux États-Unis. Pourquoi pas en France? Est-ce que vous avez cherché en France? Pardon? Oui, on a cherché en France. Ah oui, on a cherché en France, bien sûr. Et il n'y a pas de VC en France qui ont... Il n'y a pas de VC en France qui sont prêts à mettre des tickets de 30 ou 40 millions de dollars sur des tours de table. Vous avez demandé à vos clients? À nos clients. Vos clients, s'ils étaient prêts à investir dans votre boîte? Ah, ça je sais. Parce que ça aussi, c'est quelque chose... Pourquoi aller chercher des capitaux risques qui vont demander une rentabilité de 30 à 40% par an? C'est pas possible. C'est pour ça que vous faites de l'open core d'ailleurs. Parce que si vous étiez vraiment... Si vous faisiez du logiciel libre, vous ne pourriez pas répondre à ce que vous demandent de vos investisseurs. C'est pourquoi je pense qu'il faut peut-être que les gens qui font du vrai logiciel libre doivent se tourner vers leurs clients et dire « Vous voulez pérenniser mon entreprise? Vous voulez que je continue à être innovant? Essayez d'investir dans mon entreprise, que ce soit dans mon logiciel en me faisant des commandes de spécification ou en m'aidant à fabriquer la roadmap, ou prenez des parts. » Oui, mais le marché est mondial. Donc on grossit à la même vitesse que nos concurrents, et nos concurrents ne sont pas en France, ils sont aux États-Unis. Donc on est un peu, on suit les mêmes contraintes. On suit les mêmes contraintes qu'eux. Par contre, le marché est mondial. Donc on n'a pas été chercher les clients aux États-Unis parce qu'on ne les trouvait pas en France. On a été aussi chercher les clients aux États-Unis parce que pour un éditeur de logiciels, le développement passe par un marché mondial et que le plus gros marché uniforme du monde, c'est le marché américain. Après, juste pour d'autres éclairages, d'autres filières, sur l'aspect financement, c'est un problème récurrent de toutes les petites PME françaises en pleine croissance qui ont du mal à un moment donné à passer le gap. Il y a une espèce de plafond de verre, et client ou pas client, les clients généralement mettent pas. Non mais l'avantage du modèle libre, c'est que vos clients, ils ont un droit sur le droit patrimonial que vous avez. Ils ont un droit de regard. Donc en fait, quand un client achète un logiciel libre, c'est pas il achète un truc et puis voilà, on le met de côté, et sympa. Non. Il investit dans un logiciel. C'est un investissement qu'il fait. Donc, ça serait intéressant d'avoir un point de vue. C'est vraiment ça. C'est qu'en bilan comptable, c'est plus la même ligne. Il faut la déplacer de ligne. C'est pas du papier toilette. C'est un investissement. Michel Isnard, vous vouliez réagir et après. Oui, je voudrais éclairer un petit peu un fait qu'il faut rappeler parce que c'est un fait avec lequel Yves, par exemple, tous les entrepreneurs vivent tous les jours. Exercer son métier dans le domaine open source, ça n'est pas juste prendre les travaux de gens qui ont travaillé sur le projet communautaire, le mettre ensemble et le vendre. C'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent. Il faut savoir que des ingénieurs par dizaines travaillent à l'amélioration des produits, à leur solidification, au test. Que chez nous, par exemple, Red Hat, nous avons certifié notre logiciel sur une multitude de plateformes hardware, ce qui veut dire qu'un client ici ou là va pas se poser de questions. Nous avons certifié ça. Nous supportons les logiciels 10 ans. 10 ans. Quels sont les logiciels propriétaires qui sont supportés 10 ans? Très très peu. Donc, tout ce travail qui va viser à faire de ce produit un vrai produit industriel de qualité entreprise. Quels sont le premier utilisateur ou l'un des premiers noms d'utilisateurs qui vient en tête pour les clients Red Hat, c'est le Nice Euronext. Donc c'est plutôt une entreprise, un client qui a besoin d'un logiciel qui marche et qui marche tout le temps. Donc pour garantir ces choses-là, il faut impérativement qu'on investisse. Et donc on revient à ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Il faut que le modèle économique, soit là pour permettre de payer ces milliers d'ingénieurs. Ça se chiffre par milliers. Et si la société est plus petite, la proportion sera aussi élevée, c'est-à-dire que peut-être sur 500 personnes chez Talend, eh bien, il y aura peut-être 40%, donc 200, 250 ingénieurs qui travailleront juste à la qualité du logiciel. Donc c'est important que, j'allais dire, ce modèle-là soit vu comme un vrai modèle industriel. Maintenant, pour essayer de revenir un petit peu sur ce renforcement de filière, le gouvernement, on l'a vu, s'engage. Ce matin, Madame la Ministre était extrêmement volontaire et volontariste là-dessus. Il y aura de nombreuses initiatives. Les associations, les groupes d'utilisateurs, tous les gens qui sont à cette table essaient de faire en sorte que cette filière se pérennise.
Parce que le but, c'est bien que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on parle de nombreux champions, français si possible pour un certain nombre d'entre eux, qui auront su se distinguer parce qu'ils apportent une véritable valeur métier. Donc cette chose-là reste à faire. Le gouvernement peut aider en donnant des directives. De la même manière qu'on attend de nos grands clients, les clients privés, entre guillemets, qu'ils élaborent et qu'ils mettent en œuvre une politique open source. On leur en parle souvent, ils disent qu'ils en ont une, mais finalement, on ne sait pas trop laquelle. Ça se limite souvent à mettre du Linux à la place de l'Unix, parce que ça coûte moins cher dans l'esprit. Mais ce n'est pas ça, une politique open source. C'est pas ça. C'est une politique d'innovation, c'est une politique d'interopérabilité, c'est une politique qui va permettre à un client qui serait à un moment donné insatisfait de dire « je vais ailleurs ». Et je ne suis pas dépendant, je n'ai pas de prime à payer à mon éditeur de logiciel, comme c'est le cas quand c'est propriétaire. Donc, le gouvernement a vraiment pris, semble-t-il, la mesure de cet enjeu et de cette opportunité. Ceci va passer par un certain nombre de mesures. Selon moi, il y a déjà la prise en compte du fait que, par moment, il faudra savoir choisir des logiciels ou des solutions freemium, parce que ce qui compte, ce n'est pas uniquement le fait d'être indépendant de l'éditeur, mais c'est le temps qu'il va falloir pour mettre en place des nouvelles solutions, des nouvelles applications. Donc, ce n'est pas qu'une question de prix, ça n'est pas qu'une question d'indépendance, c'est un ensemble de facteurs qui font qu'on aura besoin d'un petit peu tous les acteurs de la filière open source. Il y a un autre élément très important, et là, je pense que Philippe Montargès a vraiment beaucoup à nous dire là-dessus, c'est la formation. Aujourd'hui, on a des cycles de recrutement, je peux vous le dire, on a une équipe au sein de Red Hat qui s'appelle Talent Acquisition. Le délai moyen de recrutement d'un nouvel employé, j'allais dire, quelle que soit sa discipline, avant-vente, développeur, consultant, c'est plus de 100 jours. On a 10% de chômeurs en France, il faut plus de 100 jours pour trouver et recruter une personne. La difficulté à trouver des profils correspondants. Absolument. Donc nous sommes créateurs d'emplois, vous êtes créateurs d'emplois, on ne trouve pas assez de gens. C'est plus de 100 jours. François Elie, vous vouliez réagir peut-être Oui, je voudrais simplement revenir rapidement sur la question de l'investissement. Je crains que dans le monde du propriétaire, on serve ses actionnaires et que dans le monde du livre, on essaye de servir ses clients. Je simplifie en essayant de prendre... Je vais prendre un exemple. Région Île-de-France, elle doit développer un ENT, un environnement numérique de travail pour ses lycées, marché de 20 millions d'euros, 6 millions de développement, et elle donne ce développement, puisqu'il a été payé une fois, et il est libre, et elle le donne aux autres régions, pour leur éviter de repayer ce qui a déjà été payé sur argent public. Maintenant, l'enjeu, c'est de la gouvernance de ce socle commun pour qu'on gère un ENT français pour toutes les régions. J'ai pris cet exemple parce qu'il existe déjà, mais je crois que dans la salle, il y a beaucoup de gens qui se plaignent que tel ou tel logiciel ne marche pas, que telle ou telle fonctionnalité n'existe pas en libre. Eh bien, arrêtez de pleurer parce que ça n'existera jamais si vous ne le faites pas ensemble. C'est-à-dire que la clé sur la plupart des logiciels métiers, c'est pas d'attendre qu'un éditeur investisse dessus, c'est que les utilisateurs se prennent en main et fassent exister le logiciel. L'expression de la demande voilà. Et le problème, après, c'est un problème de gouvernance, c'est-à-dire c'est la révolte du club utilisateur. Mais il y a des domaines qui sont adressés par l'entreprise, le middleware, l'invention, l'innovation, mais sur les logiciels métiers, alors malheureusement, il existe déjà des acteurs qui le font, mais qui ne parlent pas. Dans le domaine de la banque, dans le domaine de la grande distribution, des gens qui sont concurrents font déjà développer ensemble des logiciels qu'ils partagent. Simplement, ils ne le disent pas encore. Et peut-être que c'est à nous, acteurs publics, de dire comment ça marche, et de dire que côté client, eh bien, on peut se fédérer ensemble pour faire exister les logiciels dont on a besoin. Oui, il y a le cas des consortiums dans la téléphonie mobile aussi. Enfin, je veux dire, il y a pas mal d'exemples finalement qui sont assez connus. Votre présentation du départ est peut-être un tout petit peu caricaturale. D'un côté, on rémunère le méchant actionnaire, et puis de l'autre côté, le bon client qui est gagnant. Mais bon, voilà. Je voulais juste souligner ça. Oui, pour rebondir sur le problème du recrutement dont parlait Michel, en fait, c'est effectivement, dans tout l'IT, de toute façon, c'est un problème depuis longtemps, hein, pour tous ceux qui sont, comme moi, assez anciens dans le secteur. Le recrutement n'est que la partie émergée, effectivement, de l'iceberg, pour reprendre l'image ce matin de la présentation. Le recrutement, c'est que la fin d'un long cycle de manque
de manque terrible en termes de formation initiale et de formation continue. Je crois qu'il y a 2 chantiers qu'on a identifiés au niveau de PLOS et du CNLL et du GTLL. C'est effectivement de travailler sur ces 2 chantiers. D'ailleurs, je me suis investi, en étant aussi adhérent du Syntec numérique, dans la commission open source, je me suis investi dans ce groupe de travail sur l'emploi et la formation parce que ça me paraît vital. Pour moi, c'est le point de blocage de la croissance de notre filière. En tout cas pour les acteurs qui sont dans cette filière. L'emploi continu, effectivement, pose un problème dans la mesure où les financements des filières de formation sont compliqués et il y a peu de cursus opérationnels. Et à ce titre-là, on a lancé, dans le cadre de l'Open World Forum qui se tient chaque année en octobre, un think tank qui s'appelle Education Job and Force, qui a travaillé sur le sujet et qui a travaillé sur 2 chantiers. Un premier chantier qui vise à établir une cartographie précise des formations universitaires qui ont attrait à la formation au logiciel libre. Actuellement, ce travail-là est fait avec nos petits moyens. Je pense qu'il sera relayé derrière avec un peu plus de moyens. On a identifié 25 cycles, cursus universitaires complets en France. Je pense qu'il y en a beaucoup plus. Il est compliqué déjà de faire savoir que ces formations existent, et de le faire savoir, c'est important parce que ça nous permet, nous entreprises, nous entrepreneurs, d'aller contacter ces cursus-là, ces universités-là, pour leur proposer effectivement de prendre des stagiaires, des élèves en alternance, de faire notre travail. Il faut que le livre se fasse connaître comme étant effectivement un créateur d'emplois et d'emplois de différents types de métiers. Donc c'est un premier sujet. Et le deuxième chantier, en termes d'initiatives que nous avons pris effectivement au niveau du CNLL, du PLOS, c'est de créer, de favoriser effectivement un emploi qui soit durable dans l'écosystème. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'avoir un emploi de type mercenaire, mais bien d'avoir un emploi de type durable. Et à ce titre-là, on a mis au point, élaboré avec les adhérents, une charte qu'on appelle la charte du libre emploi. J'ai un exemplaire qui est là, je vous la ferai passer plus tard, qui a été signé par 50 signataires, déjà 50 entreprises de l'écosystème, on visait 100 rapidement, et qui vise effectivement à faire en sorte que les entreprises qui travaillent dans le secteur s'engagent à peu près à répondre à certaines obligations, à fournir à leurs salariés, à leurs collaborateurs un environnement de travail qui soit libre, les accompagner dans les processus de formation, bien sûr, au cours de leur cycle de vie, de favoriser effectivement, c'était aussi une idée qui était sortie ce matin, effectivement, de favoriser le fait que leurs salariés, leurs collaborateurs puissent participer à l'animation de l'écosystème via des conférences, via des participations à des événements, et surtout, un dernier point qui est important et qui est vital et qui est le nœud cordien, c'est-à-dire financer la formation par le reversement de la taxe d'apprentissage des entreprises en priorité aux cursus de formation qui favorisent le libre. Voilà. Yves de Montchalin. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'on a du mal à recruter. Pourquoi? Parce que j'invite tout le monde, effectivement, en assistance, excusez-moi, à vouloir nous rejoindre, à être les signataires. L'intérêt d'être signataire de cette charte-là, c'est effectivement, à la fois pour les entreprises qui sont derrière, qui ont des problèmes de recrutement, qui n'ont pas forcément des cellules RH très fournies, de pouvoir recruter en faisant apparaître comme étant effectivement signataire d'une telle charte. Donc de communiquer sur le fait qu'elle recrute de manière positive. Je vois que tout le monde apporte son contrat à faire signer aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, tout le monde est d'accord, on ne forme pas assez d'ingénieurs en France, et les ingénieurs qu'on forme, où est-ce qu'ils vont? Ils vont dans les grandes banques parce que les grandes banques payent bien, et tant mieux pour eux. Ils vont bosser chez Google, chez Apple, parce que c'est prestigieux, et c'est des super boîtes, bravo. Et ils vont pas bosser chez les éditeurs de taille moyenne, parce qu'on ne peut pas forcément les payer aussi bien que les grandes banques, par exemple, et parce qu'on n'a pas les outils pour les attirer. Par exemple, le gouvernement a définitivement tué les stock options, au moins pour les 5 prochaines années. Alexandre Zapolsky disait tout à l'heure, on ne voit pas assez de Porsche sur le périph', on en voit beaucoup sur la route 101 à San Francisco. Moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup de jeunes de 30 ans qui puissent s'acheter une Porsche après que leur société ait été introduite en bourse. Et je suis désolé si c'est du capitalisme à outrance, mais ça marche et ça motive les gens. Aujourd'hui, donnons aux entreprises les moyens de recruter, donnons à la filière les moyens de créer une vraie ambition logicielle. Chez Talend, parmi les ingénieurs qui travaillent en France, il doit y en avoir à peu près un tiers qui ont exprimé un désir de partir aux États-Unis pour Talend. Et ils n'ont pas forcément rejoint Talend parce qu'on était une boîte internationale, mais on a eu un certain nombre de mouvements de personnes, d'ingénieurs français très qualifiés, qu'on a fait déménager aux États-Unis parce qu'ils avaient un savoir-faire, un talent. Aujourd'hui, les ingénieurs français sont très bien reconnus dans la Silicon Valley. On considère que les Français forment très bien des ingénieurs, des développeurs, etc. Essayons de les garder chez nous, essayons de leur donner des raisons de travailler en France et pas forcément de vouloir s'expatrier à tout prix. Stéphane Fermigier.
Oui, le sujet du recrutement, donc je sais pas si tu as employé le terme qui est à la mode dans certains milieux, c'est le terme de marque employeur. Hein. Donc pour moi, cette charte, c'est une marque employeur, c'est une façon pour les employeurs du logiciel libre qui, évidemment, enfin en tout cas ceux qui ont adhéré à cette charte, de se différencier par rapport à une SS2I, par rapport à une grande banque, par rapport à telle ou telle autre industrie qui emploie des développeurs. Alors, c'est important parce que moi, mon expérience en tant que fondateur de Nuxeo, c'est que même si on payait pas forcément les salaires les plus élevés de l'écosystème, on fournit toujours une ambiance de travail, des sujets ce sur quoi les gens travaillent, hein, le fait de travailler pour un éditeur, il faut le valoriser par rapport au fait de travailler pour des services, même si c'est aussi satisfaisant de travailler pour des services pour d'autres raisons. L'intérêt de travailler pour un éditeur, c'est qu'on va écrire une ligne de code à un instant T, et 2 ans, 3 ans après, la ligne de code, elle est toujours là, il va falloir continuer à la faire vivre. Donc il y a vraiment une démarche sur le long terme, il y a vraiment un investissement sur le long terme. Et chez Nuxeo, on a un taux de rotation de l'équipe qui est extrêmement faible. Alors ce qui peut arriver, c'est qu'il y ait des erreurs de recrutement, effectivement, des gens qu'on recrute et puis qui finalement n'ont pas un très bon fit, comme on dit en bon français, avec les méthodes et avec la mentalité de l'entreprise. Mais une fois que les gens sont parfaitement intégrés, il y a très peu de départ. L'autre point que je voulais souligner, c'est, je reprends cette fois ma casquette président du groupe thématique logiciel libre, donc un pôle de compétitivité, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça réunit des entreprises et des gens qui sont plutôt dans l'enseignement supérieur ou la recherche, mais là on va plutôt s'intéresser au côté enseignement supérieur. Donc c'est la seule structure, pratiquement, où on a ces deux types d'entités qui sont susceptibles de se rencontrer très régulièrement, de travailler ensemble, bien sûr, sur de la recherche, de l'innovation, mais aussi sur ces problématiques de formation et d'adéquation de la formation aux besoins des entreprises. Quand on connaît les cycles de création, je ne sais plus quel est le terme technique qu'on utilise, mais en tout cas de création de cursus, bon, c'est quelque chose qui se prépare 1 ou 2 ans à l'avance, qui doit être ensuite validé par des commissions au sein de l'université. Ensuite, on le met en place et ensuite, on a les étudiants qui vont faire un cycle de 2-3 ans. Et donc, au final, 5 ans, 6 ans après, on va avoir des étudiants qui sortent, qui correspondent à la vision qui avait été au départ. En 5-6 ans, il est très possible qu'on ait eu une rupture technologique, qu'on ait eu des nouvelles technologies. Donc il faut être capable d'être agile, il faut que les enseignants soient capables de s'adapter, d'enseigner des nouvelles matières ou des nouveaux sujets quand ces sujets sont émergents. Et je voulais en profiter pour signaler aussi que le groupe thématique logiciel libre justement joue aussi ce rôle de mettre un coup de projecteur sur les technologies émergentes ou des approches émergentes liées évidemment au logiciel libre, puisque c'est notre sujet, quand elles arrivent à notre connaissance. Alors, par exemple, en 2010, on avait organisé le premier workshop, à ma connaissance, au monde, sur le cloud open source. C'était avant qu'apparaisse OpenStack. Je crois que SlapOS existait peut-être déjà à l'époque. On avait une présentation de Jean-Paul Smets. Mais en tout cas, on était les pionniers. On a fait une présentation sur JavaScript, un workshop sur JavaScript en entreprise. Pareil, on a été les premiers. Il y a plein de gens qui ont organisé des conférences plus vastes, effectivement, mais on a été vraiment les pionniers là-dessus. Donc c'est là-dessus qu'on pense aussi avoir une valeur ajoutée par rapport à la structuration, ou en tout cas l'émergence et la croissance de l'écosystème, c'est faire en sorte que des acteurs qui, chacun un peu dans son coin, font de la veille, ont développé un petit bout de technologie, et puis finalement, on les fait se rencontrer et bosser ensuite ensemble sur des sujets de R&D, de fusionner, de faire travailler ensemble des produits avec en employant des techniques d'interopérabilité, de façon à ce que cet écosystème se structure et grandisse. Laurent Séguin, et ensuite Cédric Thomas. Oui. Je voulais juste revenir sur le sujet éducation, qui, comme j'ai dit au début de la présentation de la FUL, est un sujet qui nous est très cher. Je pense que la France se dote mal en termes d'outils éducatifs. On attaque beaucoup trop tard le sujet de l'informatique. Tu as parlé des cursus universitaires, c'est très bien, il faut des cursus universitaires de très haute qualité. On en a, la preuve, quand il y a 100 ingénieurs qui partent aux États-Unis, ça devient une catastrophe. Dans d'autres métiers, 100 ingénieurs, c'est pas grave, c'est une paille.
Le problème, il est là. Le problème, on ne forme pas assez de gens dans l'informatique. Et pour ça, il faut attaquer beaucoup plus tôt. Il ne faut pas commencer à l'université à découvrir l'informatique. Il faut l'attaquer dès la primaire. Il faut l'attaquer dans les écoles. Et c'est là tout le sens des actions publiques, des actions politiques, de ce que fait l'AFUL, de ce que fait l'ADULAC, de ce que fait l'April, de ce que fait beaucoup d'associations, c'est de dire descendons l'informatique. C'est le message que pourrait porter une filière un peu structurée. C'est ça. Ouais. Qui pourrait demander, c'est ce qu'il faudrait de sortir des états généraux, c'est de travailler vraiment à partir de quel âge on commence l'informatique. Et pour moi, on commence à partir de 3 ans. Michel Istin. Alors on pourrait se répartir les rôles, c'est-à-dire qu'on ne va pas former au niveau du Syntec numérique les enfants à partir de l'école primaire, mais nous venons de lancer ces jours-ci un programme. En même temps, je ne crois pas que ça fasse partie du cursus de l'apprenti enseignant que d'apprendre la ligne de code. Non, je sais pas, peut-être, mais en tout état de cause, pour sensibiliser les adolescents, le Syntec numérique a lancé il y a quelques jours une campagne qui s'appelle les SNUMS, on en a déjà parlé aujourd'hui. Le but est bien celui-ci, c'est bien de lancer une campagne de communication avec des jeux en ligne, des teasers, du Twitter, etc., qui va dire aux enfants de 15 à 18 ans, ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont passionnants parce que open source, c'est aussi une alternative quand même à des choses qu'on fait depuis des années. Aujourd'hui, on a une alternative, vous pouvez en faire partie, proposer un nouveau modèle économique. Deuxièmement, on leur dit c'est fun parce que c'est l'informatique et c'est voilà, on est moins cravaté qu'ailleurs. C'est pas mon cas aujourd'hui, mais on est plus souvent pas cravaté. On gagne bien sa vie. Et c'est quelque chose qui fait partie de votre univers aussi, parce que tout ce qui est open source, c'est quand même la manière dont les enfants aujourd'hui réfléchissent, ou les adolescents réfléchissent à l'utilisation des moyens de communication et d'information et autres. Ils sont là plus dans une notion de service, de consommation à la souscription, plutôt que dans de l'achat de logiciels, de licences, etc. Donc nous, Syntec, on s'occupe de ça, ce programme est en place. Toi, Philippe, tu travailles sur un certain nombre de sujets parce que on parle des formations qualifiantes. Il y a pour des gens qui sont dans une espèce de reconversion, on peut les aider à se reconvertir vers de nouveaux métiers. Donc, il y a de gros enjeux de société civile. Et je pense que le travail que tu fais, les communications, etc., que l'on fait au niveau du Syntec, de la profession, c'est un premier pas. Mais effectivement, je pense qu'il faudrait aller encore plus en amont. Et peut-être que là, à nouveau, on revient à une des requêtes qu'on pourrait faire au gouvernement en disant, est-ce que du point de vue de l'enseignement, de l'éducation universitaire, vous pourriez peut-être cadrer un petit peu plus les choses. Pour rebondir juste 30 secondes sur ce que dit après Michel. Cédric Thomas. Il y a une étude OPIEC qui est lancée là, qui a été lancée par l'initiative du Syntec numérique, une étude OPIEC dont les résultats sur les besoins en termes de métiers, de qualification, de besoins de la filière seront disponibles à partir de avril. Ça, c'est un élément important parce qu'il faut recruter, mais il faut savoir aussi quels sont les métiers. Et les métiers dans notre filière évoluent aussi. Donc il faut savoir que notre c'est l'observatoire du numérique, c'est ça qui fait l'observatoire des métiers du numérique qui. Voilà, c'est ça. Exactement. Cédric Thomas. Oui. Un mot, je voulais revenir sur l'aspect embauche, la difficulté d'embaucher. La technologie est mondiale. Hein. Les développeurs open source parlent des langages qui sont parlés dans le monde entier. Et je ne sais pas si ça a déjà été dit aujourd'hui, mais en France, on a à rougir devant personne. Il y a, mis à part l'écosystème nord-américain, je pense que dans le domaine open source, après, en deuxième position, c'est la France. C'est pas un hasard si en France on a un événement comme l'Open World Forum. C'est pas un hasard si OW2 a été créé en France et reconnu en Chine, etc. C'est pas un hasard si nous avons les états généraux du libre ici ou de l'open source. C'est pas un hasard si on arrive à faire ce genre d'événement. Il n'y a pas la même chose à ma connaissance dans d'autres pays où on a cherché. C'est pas un hasard si le GTLL regroupe un nombre d'entreprises avec une force de frappe en termes de développement qu'on a nulle part ailleurs. Ni en Allemagne, ni en Grande-Bretagne, ni en Italie, ni en Espagne, pas en Chine, pas au Brésil. Donc ça, c'est quelque chose
qui doit nous permettre de voir l'avenir de manière un peu plus sereine. La filière existe déjà. Mais je pense que l'écosystème existe déjà. Il a besoin d'être un peu. Faire. Moi, je suis dans mes vieilles logiques industrielles. Peut-être. Il a besoin d'être un peu, même de parler de filière open source en France, ça fait un peu franchouillard. Alors on a besoin de défiliariser le truc, hein, et de défranchouillardiser notre industrie. Mais à part ça, je pense que si on arrive à prendre ce niveau de conscience et à aller à l'étranger, à aller dans les grandes expositions, on arrivera à faire quelque chose. Donc nous allons au CeBIT, nous allons à OSCON, nous allons à FISL dans les autres pays, on organise la China Open Source Week. Il faut que les entreprises françaises se projettent un petit peu. Si on est un peu trop entre nous, on essaie de faire venir OpenStack Summit à Paris. On perd en attractivité. Il faut vraiment qu'on s'ouvre. Stéphane Fermigier. Oui, on a évoqué à plusieurs reprises comment on pouvait être force de proposition. Comme vous le savez, comme l'a dit Patrice Bertrand ce matin, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, le CNLL est déjà force de proposition. On a publié il y a quelques mois les 10 propositions pour une politique industrielle du logiciel libre, sur laquelle on reviendra peut-être encore. Consultable sur Internet. Absolument, sur le site cnll.fr, bien sûr, sur laquelle on reviendra peut-être sur d'autres points. Mais en français, me dit-on, malheureusement, qu'en français, paraît-il. Déjà, nous, on travaille avec notre gouvernement. Vous imaginez si on leur faisait passer des messages en anglais. Je ne suis pas sûr d'avoir deux versions. Voilà. Écoutez, mais alors, juste donc il y a 10 propositions sur la partie spécifique à l'enseignement et à l'éducation qui vient de nous occuper ces 10 dernières minutes. Je ne vais pas vous relire tout le texte qu'on a écrit. Il est relativement court. Hein, vous inquiétez pas, ça fait une douzaine de pages. On n'a pas non plus voulu écrire un rapport de 150 pages. Mais je voulais lire la réponse. Vu du côté journaliste, ça c'est super long. On fait 12 pages. Ça arrive un verbatim de François Hollande qui nous avait répondu au mois de mai dernier. Donc je vous lis en entier, c'est assez court. Je souhaite que des logiciels libres de qualité, utilisant des formats ouverts normalisés, soient enseignés à l'école comme à l'université, et que leur usage soit privilégié dans les concours et les examens, tant pour la bureautique que pour les usages scientifiques, techniques ou documentaires. L'enseignement de l'informatique devrait également privilégier les langages de programmation faisant l'objet d'une standardisation internationale et les systèmes d'exploitation s'appuyant sur des standards ouverts. Bon, voilà, donc on voit qu'il y a eu en tout cas au mois de mai, alors on espère qu'elle est toujours là, une vraie volonté politique. Après, on sait aussi que le ministère de l'Éducation nationale, il y a un ancien ministre qui avait employé une expression mais qu'on a tous en tête. Voilà, c'est quelque chose d'assez difficile à faire bouger. Et donc, on espère quand même que la parole présidentielle, ou en tout cas du candidat, sera entendue et qu'il a gardé cette conviction. Voilà, et qu'on va continuer à pousser dans la direction qui serait évidemment pour le plus grand bénéfice des entreprises de l'écosystème du logiciel libre et plus généralement de la compétitivité de l'industrie française. François Elie ? Oui, un mot sur la situation de l'enseignement. Il se trouve qu'à un moment perdu, je suis professeur de philosophie et j'enseigne aussi l'informatique. Je l'enseignais du temps où ça s'enseignait. Un mot simplement sur... on est en train de sortir d'une période épouvantable où on s'est imaginé que la génération Y avait eu des cours d'informatique intra-utérins. Et donc... on se retrouve... Non, mais c'est une vraie confusion. Entre les gens qui ont mon âge et qui ont découvert l'informatique avec un ZX80 qui avait 1 kg de mémoire, et ceux qui jouent avec un smartphone, il n'y a pas photo. La génération Y, c'était la nôtre. Et donc, on est en train de sortir de cette illusion des usages. Les usages, bon, on peut les regarder, on peut les observer, ça sert strictement à rien. On peut au mieux les suivre et former des consommateurs. Mais l'école de la République a peut-être mieux à faire. Et je crois qu'on commence à faire rentrer l'informatique, pas le numérique, l'informatique dans les programmes. Et le ministre a promis que ça allait descendre. Je crois qu'il faut, plus que présenter des outils informatiques aux élèves, il faut leur apprendre à les maîtriser, c'est-à-dire réinventer l'informatique, la programmation. On ne s'étonne pas de se demander pourquoi on enseigne les maths à tout le monde. La plupart des gens ne serviront jamais des maths. Simplement, on leur apprend à se servir de leur esprit pour maîtriser le monde. C'est pareil pour l'informatique. Une question, moi, que j'ai envie de poser à l'ensemble de mes invités, c'est finalement pour porter cette filière, quelle serait la structure la plus pertinente ? Parce qu'il y a beaucoup d'associations, etc. Là, voilà, je mets les pieds dans le tapis. Mais finalement, quelle serait parce que vous parlez de la présence française à l'international, etc., qu'il faut exporter nos logiciels libres, notre savoir-faire open source. Mais finalement, si on y va tous en ordre dispersé,
il y a de fortes chances qu'on se fasse tailler des croupières par nos concurrents, néanmoins confrères de l'open source, notamment américains. Michel Isnard. Je veux bien commencer à répondre à ça, sachant que je vais inévitablement susciter... Je m'attends un peu à votre réponse, mais bon... Non, mais moi, je suis arrivé dans ce monde open source il y a relativement peu de temps, 1 an à peu près. Auparavant, j'étais de l'autre côté de la barrière. Je dirais pas ça comme ça. Vous êtes un repenti, quoi. Mais j'étais de l'autre côté. Et je suis venu par passion, parce que j'avais envie d'autre chose. Okay, et ce qui m'a frappé, et je crois qu'on a eu cette conversation avec Patrice Bertrand, avec des gens au Syntec, ce qui m'a frappé, c'est la fragmentation que vous avez illustré tout à l'heure, d'un grand nombre d'associations, d'organismes, donc c'est très très fragmenté. La fragmentation, ça n'aide pas à être très fort, surtout quand on est censé porter une idée à l'étranger, si on veut faire de l'exportation par exemple. Donc moi je suis assez convaincu qu'il faudrait un rassemblement. Le Syntec numérique, aujourd'hui, est un organisme, est un réceptacle, je dirais, qui se compose de, je l'ai dit tout à l'heure, 1200 entreprises, plusieurs milliers donc, de salariés, d'employés. On hésite, une grande échelle, mais c'est plus de 350 000. Et les chiffres du BIP qu'on a utilisés ces jours-ci là, disent éventuellement même plus de 500 000. Donc c'est ce qui tourne autour de cette économie. Donc le Syntec numérique pourrait être un réceptacle qui s'ouvre encore plus. D'ailleurs, on va y rajouter des groupes de travail autour des jeux en ligne, du commerce en ligne. Donc, ce n'est pas juste les quelques grandes entreprises de services et les quelques grands éditeurs. C'est un écosystème beaucoup, beaucoup plus large, dans lequel, d'ailleurs, de nombreuses PME se retrouvent. Hein. L'essentiel des membres du Syntec sont des PME en termes de quantité d'entreprises. Donc, je ne veux pas dire, parce qu'il y a du talent et de la passion, on le voit un peu partout, mais le Syntec pourrait être un fédérateur. Vous l'avez dit. Voilà. En respectant les sensibilités, parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Il n'y a pas de... Vous l'avez vu, on a essayé avec Alexandre de rassembler large. On a procédé par itération. Ça n'était pas facile. On a probablement bafouillé au début lorsqu'on a lancé ça. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on a un amphithéâtre qui a été plein presque toute la journée, avec plus de 400 et quelques inscrits. Donc, est-ce qu'il y a un pouvoir de fédération lorsqu'on a envie de travailler tous ensemble autour du Syntec? Je dis oui. Est-ce que c'est le seul point? Non, probablement pas. Il y a une dispersion, ne serait-ce que régionale. Mais je pense qu'il y a, en tout cas, un besoin impératif pour l'économie et pour saisir la chance qui s'offre à nous de fédérer, et le Syntec pourrait être un élément de fédération. François Elie. Je crois qu'il est très difficile de réunir tout le monde dans cet écosystème. Les bénévoles, les entreprises, les utilisateurs et les clients. Sans doute, les entreprises sont-elles les plus faciles à fédérer, et ce serait bien effectivement qu'elles se regroupent en un seul lieu. Je crois que pour fédérer cet écosystème, pour le solidifier, je crois qu'il ne faut pas mettre le feu. Il faut utiliser une autre méthode qui consiste à repérer les braises et à souffler tout doucement dessus et regarder les effets. Je vais prendre simplement un exemple d'une action qui pourrait être faite par la loi. Imaginez, prenons simplement les acteurs publics. Nous passons plein d'appels d'offres. On achète tous la même chose. On l'achète tous en même temps, on l'achète 100 fois. Imaginons simplement une petite mesure, une déclaration d'intention d'appel d'offres, pour s'apercevoir, avant de faire des bêtises, qu'on est 100 à acheter la même chose. Eh bien, mécaniquement, ceci produirait comme effet de structurer à la fois en amont et en aval. Structurer les deux mondes. Voilà, structurer les deux mondes, simplement autour de mesures très simples qui reposent sur la compréhension du système. Philippe Montargès. Oui, je vais répondre à Michel, et puis sur cette question importante. En fait, ces états généraux lancés à l'initiative d'Alexandre et de Michel, pour être franc avec la plupart des personnes qui sont là, ça n'a pas été forcément évident à monter, et on a dû faire des efforts des deux côtés, c'est-à-dire du côté du CNLL et du côté du Syntec, pour qu'il y ait une participation. Cette participation, elle est
elle est active, hein, puisqu'on intervient, elle est contributive, mais elle ne veut pas dire que, et je rejoins ce que a présenté ce matin Patrice, c'est-à-dire que le CNLL a entamé ce travail de structuration déjà depuis un certain temps. On considère qu'effectivement, derrière le CNLL, il y a quand même ce tissu de PME et d'entreprises qui ont des réussites et qui sont déjà réunies dans une organisation qui est le CNLL. Alors, moi, je veux pas souffler sur les braises et mettre le feu, c'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux juste dire, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a intérêt effectivement à avoir quelque part une organisation du numérique open source qui existe, mais comme ça, là aujourd'hui, dire que le Syntec numérique est représentatif de l'ensemble de la filière de l'open source, de l'ensemble des PME qui sont derrière le CNL, ça me paraît aller trop vite en besogne. Je crois plutôt à une démarche, et j'ai retenu le propos ce matin de Guy Mamoumani, qui était de dire, effectivement, de monter une espèce de fédération de la branche numérique ou de la filière, je ne sais pas comment vous l'appelez, ce qui est au-dessus de fédération du numérique, la métafilière, je ne sais pas. C'est beaucoup plus large que l'open source. Dans cette branche ou dans cette fédération, super fédération du numérique, effectivement, de reconnaître, et moi je demande effectivement, est-ce qu'il y a une reconnaissance effective du CNLL comme l'organisation professionnelle de cette branche, de la filière de l'open source. C'est un souhait, c'est quelque chose que je partage avec, je pense, la plupart des présidents des clusters d'entreprises de l'open source en France. On en a beaucoup parlé avec Patrice Bertrand, avec Stéphane. On ne veut pas mettre le feu, c'est pas l'objectif, je pense qu'il faut être constructif. On est en relation avec Alexandre, avec Michel, avec Guy Mamouni. À nous de trouver les formules pour que ça fonctionne, mais il y a sûrement une opportunité pour que quelque part existe une organisation qui représente le numérique en France, avec une reconnaissance d'un syndicat professionnel, une branche syndicale professionnelle qui s'appuie sur la base du CNLL. Petit éclairage juste avant de passer la parole. Non, juste pour dire que dans l'industrie, en fait, il y a le groupement des fédérations industrielles. Donc vous pouvez même faire un groupement des fédérations, en fait, si vous voulez. Non, mais je ne proposais pas d'annexer. Hein. Je pense qu'on est dans cette phase de convergence. En tout état de cause, je pense qu'il faudrait se rassembler pour être plus fort. Mon propos, c'était pas de mettre le feu, c'est juste de faire prendre conscience aussi qu'il y a besoin quand même d'un organe commun à un moment donné pour porter un certain discours, notamment international, mais pas que, quoi. Mais c'est un sujet qui est assez important, parce que quand je discute avec les grandes entreprises et qu'elles voient tous les petits clusters d'entreprises et tout ça, c'est quelque chose qu'elles aussi, comme vous, parce qu'elles n'ont pas cette culture de l'écosystème éclaté dans lequel nous on vit depuis 15 ans, elles se posent cette question. Et pourquoi il y a autant ? Et le fait qu'il y ait un acteur dominant qui représente l'ensemble des professionnels du logiciel libre et open source, c'est quelque chose qui est rassurant aussi pour les clients. Ça garantit un peu la qualité de l'offre et le professionnalisme. C'est quelqu'un qui va porter les voix, qui va porter les valeurs, peut-être un acteur avec qui on pourra s'adresser au niveau lobbying et autres, mais voilà, c'est une sorte de réassurance. Yves de Moncheuil. Alors, moi, je voudrais réagir à ce qu'a dit Michel. Il n'y a pas que le Syntec numérique qui représente les éditeurs. L'AFDEL est une association d'éditeurs, mais au-delà de cette discussion collège éditeur Syntec et AFDEL, d'ailleurs, Madame Pellerin, lors des vœux de l'AFDEL, nous a dit les gars, il faudrait que vous essayiez de vous structurer un petit peu parce que créer une nouvelle association à chaque fois qu'il y a un nouveau business model, ça nous simplifie pas la vie, nous, en tant que pouvoir public. Je pense qu'on en est tous conscients. Il faut voir une chose, c'est que se structurer, ça nous aide clairement à discuter avec les pouvoirs publics en France, ça rassure les grands donneurs d'ordre français. Au-delà de nos frontières, ça change absolument rien. Lors du séminaire de rentrée de l'AFDEL, un de mes collègues éditeurs nous demandait c'est quoi l'équivalent de l'AFDEL aux États-Unis ou c'est quoi l'équivalent du Syntec aux États-Unis. Il n'y en a pas. C'est l'association des alumni de Stanford ou de Harvard. C'est le networking à Palo Alto, mais il n'y a pas ce genre d'association. Là-bas, les éditeurs y vont avec le couteau et ils attaquent et ils se développent comme ça. Donc on peut aider à se structurer, on peut aider à grossir, mais c'est pas une association ou un syndicat professionnel qui va aider les éditeurs français à être successful à l'étranger. Stéphane Fermigier. Oui, donc juste pour rappeler, parce qu'on parle du CNLL, mais je ne sais pas si tout le monde a retenu les points essentiels, c'est que effectivement le CNL, la vocation même du CNLL, c'est quand il s'est créé il y a 3 ans, c'était justement de simplifier, de regrouper des acteurs existants, des acteurs qui sont des acteurs régionaux. Alors pourquoi cette logique ? Pourquoi ne pas créer, comme on aurait pu le faire finalement, une nouvelle structure nationale ? Et bien justement,
pour ne pas créer une nouvelle structure, pour que les entreprises qui sont déjà adhérentes à une structure locale n'aient pas en plus une cotisation de plus, ou en tout cas une adhésion de plus à gérer. Il faut savoir que moi, chez Nuxeo, il y a quelques années encore, on avait à gérer peut-être 7, 8 adhésions différentes entre les communautés Eclipse, OW2, etc. Il y avait le Syntec, il y avait la Project parce que c'est notre métier, parce qu'on a des associations horizontales, on a des associations verticales, on était etc. Bon, donc le CNLL, disons qu'on a ces deux étages de la fusée. On a un étage vraiment développement économique local, et en partant du principe que les sociétés les plus proches géographiquement auront le plus de chances de travailler entre elles, partant aussi du fait que si on a une équipe opérationnelle, parce que certains de ces clusters ont une équipe opérationnelle pour certains particulièrement conséquentes, systématiques. On a cité une vingtaine de permanents. Cap Digital, je pense que c'est à peu près le même chiffre. Donc l'équipe opérationnelle, forcément, elle est limitée par un territoire. Donc on a ces structures régionales vraiment très dynamiques et qui vont créer un lien très fort entre les sociétés au niveau régional. Et après, au niveau national, on a le CNLL qui va jouer à la fois un rôle de think tank, donc pour faire émerger des idées, des propositions, etc., soit entre ses membres, soit au cours de différents événements qu'on a organisés, enfin que Patrice a essentiellement organisé avec l'ensemble du CNLL, bien sûr, mais c'est lui le président, donc c'était lui qui en a eu la charge. Donc des événements qu'on a appelés le Printemps du Livre ou l'Université de Printemps du Livre, qui était vraiment un think tank de gens qui viennent chaque année pour mettre des sujets sur la table et en discuter. Et puis au final, donc ces 10 propositions, encore une fois, la plupart ne sont pas nouvelles. C'est vrai qu'en tant que fondateur, premier président de la FUL, il y a un certain nombre de sujets qu'on avait déjà discutés avec les ancêtres des agences actuelles qui étaient la MTIC, la TICA, la DAE, la DGME. Enfin, tous les 3 ans, il y a une nouvelle agence qui arrive, mais avec des missions qui changent, qui grossissent forcément, parce que le numérique et l'informatique, ça c'est un autre sujet, prennent une place de plus en plus importante. Donc sur ces 10 propositions, la plupart sont déjà anciennes, on les a travaillées, on a essayé de mettre un peu l'accent, d'identifier vraiment ce qui relevait pour nous d'une politique industrielle, comme l'a dit Patrice ce matin. On avait la présentation de Jeanne de l'April, qui était plutôt sur une politique en général, et puis on a ce qu'on essaye de mettre en œuvre et de faire mettre en œuvre, c'est une véritable politique industrielle. Donc c'est pour ça qu'on a bossé sur ces 10 propositions. On peut lire donc sur le site web, c'est ça? Elle est sur le site web, elle est en français, tout à fait. Donc on n'a pas forcément une vocation internationale pour l'instant. Alors après, il y avait un autre sujet un tout petit peu polémique, je vais essayer de pas le rendre trop polémique. C'est encore sur les histoires de qui représente la filière. Oui, un petit peu. Donc, sinon, je vous propose de la garder sous le coude, parce qu'on va passer, je pense que la salle a envie de poser des questions. Et c'est vrai que Thomas voulait réagir sur Oui, sur qui représente la filière, puisqu'on est en train de se partager les tâches. C'est vous. Autant vous dire quel ticket j'essaye de prendre avec OW2. Donc nous offrons une communauté open source pour les projets. Donc on ne représente pas l'éthique patronale des offreurs, donc on ne représente pas forcément une dynamique d'offres, mais on regroupe aussi les développeurs, les utilisateurs, les intégrateurs, les éditeurs. Donc c'est un petit peu cette démarche open source que nous qu'on met en avant. Et on apporte justement une forge, mais aussi les outils de développement, pas simplement la forge pour télécharger, mais aussi les outils de développement pour encadrer un travail collaboratif, parce que c'est ça dont les entreprises ont aussi besoin, ou les développeurs, parce que ce ne sont pas que des entreprises, mais aussi des développeurs qui viennent des utilisateurs. On espère qu'il va y en avoir de plus en plus. On offre aussi un système de gouvernance, et ça c'est fondamental, puisque avec ce système de gouvernance, on se compare aux grandes organisations mondiales qui structurent l'open source. En fait, vous avez le code source de la filière, quoi, c'est ça? On n'a pas le code source de la filière. On a le code source. On a le code source. De l'écosystème. Mais il y a le code source, mais surtout la gouvernance, qui fait que c'est une gouvernance collégiale, qui fait que les projets open source sont en fait contrôlés par leurs pairs. Et là, on est vraiment dans le monde de l'open source. Ça, c'est quelque chose qui est absolument assez unique et que seule une organisation totalement indépendante, qui ne représente aucun intérêt ni de vendeur ni d'utilisateur, peut mener. Merci Cédric Thomas. Je vous propose de passer aux questions. Voilà, il y a déjà une question. Donc, monsieur, je vous demande de vous présenter et puis de poser rapidement votre question pour qu'on puisse. On n'a qu'une demi-heure là environ.
Merci pour cet éclairage, pas de questions particulières. Alors peut-être, monsieur, oui. Bonjour, Ivalo Gonchev de l'Université Paris 8. Je suis très content que vous avez parlé de formation tous parce que c'est un vrai problème. Philippe Montargis, il a évoqué les chiffres de 25-30 formations. En fait, il y a un seul master en France où le libre est vraiment l'objet d'études. Il y a 3 licences professionnelles. Donc pour un pays de 65 millions d'habitants, je pense que ça fait pas beaucoup du tout. Effectivement, après, dans chaque formation, on utilise un certain nombre de technologies, mais en fait, on les utilise d'une manière assez... Enfin, on utilise les outils, mais on ne voit pas forcément la méthodologie qui est derrière et tout ce qui en provient. Et je pense que vous, les professionnels, c'est un petit peu ça qui vous intéresse. Donc, je pense qu'il faut vraiment que vous utilisez... Enfin, à mon avis, il y a besoin d'une sensibilisation de votre part envers les responsables de formation, parce que comme il a été dit, c'est un processus qui est très lent. C'est un processus qui prend plusieurs années et c'est pas parce que ça prend plusieurs années et qu'une technologie peut être obsolète au bout de X années qu'il ne faut pas faire ce travail. C'est très important de faire ce travail de sensibilisation et d'essayer d'ouvrir des nouveaux diplômes. En plus, l'université n'a pas de vocation d'enseigner une technologie, mais plutôt des méthodologies. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant pour vous, non pas d'avoir, peut-être au long terme, moyen long terme, non pas d'avoir des gens capables de prendre les rênes le premier jour, mais plutôt des gens qui ont une certaine culture, un certain état d'esprit. Et en fait, il y a des vrais manques de professionnels, enfin, un vrai manque d'enseignants dans les universités. Donc ça, c'est aussi un autre axe dans lequel les entreprises peuvent participer. On n'a pas de formateurs, on n'a pas d'enseignants, on n'a pas de professeurs. Quel accompagnement, en fait, les entreprises proposent à ceux qui veulent faire leur premier pas dans le logiciel? Et vraiment, je vous sensibilise. Faites ce travail, vous êtes tous des présidents de quelque chose, avec le poids de vos organisations respectives, faites le travail d'approcher les universités. Merci. Madame, une question sur le même thème ou Oui, alors c'est un peu pour rebondir sur ce que dit Ivalo. Je suis Sophie Gauthier, je suis membre du board de The Document Foundation qui livre le produit LibreOffice. Et je voulais dire que les projets open source tels que le nôtre peuvent aussi accueillir des étudiants, font du mentoring, peuvent signer des partenariats avec les universités, que ça permet non seulement d'apprendre à développer du code au sein d'un projet avec des ingénieurs qui sont ceux de Red Hat, ceux de SUSE, voilà, participer aussi à des Google Summer of Code, mais ça permet aussi d'échanger entre équipes, c'est-à-dire que quand on développe une boîte de dialogue, on doit aussi travailler avec les UX, les designers, on doit aussi travailler en assurance qualité, on doit aussi travailler en internationalisation. Ça permet tout cet environnement que ne donne pas forcément juste l'apprentissage du code. Voilà. Je voudrais... Oui, donc... Comme on l'a vu plusieurs fois, donc il y a des académiques qui font partie de notre écosystème aussi. Hein. Donc on a évoqué notamment l'IRIL, qui est un laboratoire commun INRIA Paris 6 et Paris 7, dirigé par Roberto Di Cosmo, et dont la vocation est aussi de faire du transfert, à la fois de faire du transfert de technologie vis-à-vis des entreprises, mais aussi d'avoir une réflexion par rapport à l'enseignement. Donc il y a assez régulièrement, l'IRIL bien sûr participe à l'initiative éducation Jump and Floss, mais il y a d'autres initiatives qui ont été prises cette année. Par exemple, il y a eu un workshop qui a eu lieu à l'IRIL, place d'Italie, hein, c'est pas très loin, c'est dans Paris, pas très loin d'ici, avec un certain nombre de personnes impliquées dans le milieu des enseignants-chercheurs qui participent, qui font de l'enseignement autour du logiciel libre, qui font justement de l'enseignement aux méthodes du logiciel libre, comme l'a signalé Sophie, et qui chaque année, bon, en tout cas pour certains, permettent à leurs étudiants les aident à participer à un projet de logiciel libre et à faire l'équivalent du Google Summer of Code. Alors c'est vrai que Google Summer of Code, c'est une initiative qui a des moyens phénoménaux par rapport à ce qu'on imagine nous en France, ce qu'on imagine être les moyens de l'université. Et c'est un budget annuel de 10 millions de dollars, et avec évidemment des retombées pour Google qui sont finalement d'arriver à identifier les meilleurs développeurs et pouvoir les recruter et les intégrer plus rapidement. Mais néanmoins, avec les moyens dont on dispose au niveau de l'université, avec peut-être un coup de pouce institutionnel, parce qu'il faut voir aussi que ces initiatives sont souvent des initiatives personnelles d'un certain nombre d'enseignants qui y mettent beaucoup de passion, qui mettent du temps, qui vont
au-delà des 196 heures, où je me souviens plus exactement le chiffre, mais c'est à peu près ça, qui sont censés effectuer chaque année. Et donc, tout ça pour dire que toutes ces initiatives méritent d'être encouragées au niveau institutionnel, premier point, et deuxièmement, toutes les expériences et les expertises, dont la vôtre, bien sûr, sont bienvenues pour collaborer à ce groupe de travail et faire en sorte qu'on ait le meilleur recensement possible de toutes les actions de formation, d'enseignement dans le supérieur autour du logiciel libre. Philippe Montargès. Oui, pour revenir sur le sujet qui porte la filière, je pense qu'il n'y a rien de tel, et là c'est un peu l'illustration aujourd'hui, c'est-à-dire que il vaut mieux des chantiers concrets, bien cernés, sur lesquels on va avancer ensemble, tous. Et notamment, je pense que l'emploi et la formation, c'est une priorité pour tout le monde, quelle que soit l'appartenance ou peu importe, c'est un chantier prioritaire. Et je pense qu'en travaillant ensemble sur des chantiers prioritaires comme celui-ci, on fera avancer globalement la maturité de la filière. Je pense que c'est important et c'est un point qui peut être... Et je crois plus à une démarche de ce type-là que dire on institutionnalise Syntec numérique qui représente toute la filière et puis ensuite on voit quel chantier sur lequel on travaille. Je pense qu'il faut inverser la démarche. Partons sur des chantiers très concrets et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'un sujet comme l'emploi, la formation, mais aussi les problématiques des éditeurs dans les cas de projets par exemple de support logiciel libre, ça peut être un problème aussi qui concerne beaucoup de gens. Je pense que des chantiers comme ça sont des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble. Et après, je pense, mécaniquement, se produira une décantation et mécaniquement, se produira une consolidation de la filière. Laurent Séguin. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut construire plus de cursus universitaires, oui. Il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est construire des ressources pédagogiques libres. Pourquoi? Parce que ça, une fois qu'elles sont libérées, qu'elles sont mises à disposition, si elles sont publiées sur Internet, ça permet à des gens qui n'ont pas la chance d'avoir pu aller à l'université de pouvoir aussi se former et atteindre le même niveau. Donc il y a aussi cet enjeu-là. L'enjeu, il n'est pas que dans le code. L'enjeu, il est aussi dans la ressource, dans le savoir, le partage de savoir. C'est aussi ça le logiciel libre. Il y a Framasoft, Alexis Kaufman de Framasoft, qui a eu cette phrase un jour que j'aime beaucoup, c'est si le logiciel libre ne libérait que du code, on aurait raté l'opportunité du siècle, et il a tout à fait raison. Ok. Un applaudissement très nourri. Monsieur, oui. Oui. Bonjour, donc Patrice Bertrand, président du CNLL. J'aimerais réagir sur le sujet de la représentativité, mais surtout la capacité à porter la parole. Et pour souligner surtout que de tous les sujets qu'on a évoqués, en particulier ce matin, et par exemple les 10 propositions du CNLL dont parlait Stéphane tout à l'heure, tous ces points ne font pas consensus en réalité. Tout le monde n'est pas d'accord sur ces sujets. Il y a des gens qui sont farouchement contre et qui luttent très activement pour que ce ne soit jamais le cas, pour que les standards ne soient jamais totalement ouverts et pour qu'on brevette les logiciels le plus possible. Et donc, forcément, et peut-être que au sein même de Syntec numérique, si ça se trouve, il y en a aussi. Et donc, c'est pas facile, quand on fédère largement, de porter simultanément la parole de tout le monde. Plus on fédère large, moins on peut porter des paroles spécifiques. Donc la capacité de Syntec numérique à réunir beaucoup de gens pour parler intelligemment, elle a été manifestement démontrée aujourd'hui, admirablement, et tout le monde doit leur rendre grâce. Mais par contre, la capacité à porter la parole, c'est un tout autre sujet, parce qu'on ne peut pas porter la parole de tout le monde à la fois. Voilà, et donc c'est pour ça que je pense qu'on a besoin d'une représentation focusée. Il y a différentes ambiance, il y a différents points de vue. Il y a différents points de vue dans le logiciel libre. Il y en a un parmi d'autres qui est celui des entreprises du logiciel libre. Celui-là, je pense qu'il est bien porté par le CNLL, mais il est vrai qu'il y en a d'autres. Il y en a notamment au Syntec, quand même, si j'ai bien compris. Hein. Non au comité open source du Syntec, il y a quand même des entreprises qui font du logiciel libre, non? Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais c'était juste pour être sûr, parce que voilà, je ne peux pas avoir bien compris. Oui, Boris Mathieu, je suis délégué en charge du comité open source Syntec numérique. Je voulais prolonger un petit peu ce qu'a dit tout à l'heure Michel Isnard et Philippe Montargès au sujet
cette étude OPIEC qui est lancée, parce que c'est un point qui est très important. Philippe et son collaborateur Jonathan Leloup sont en fait déblayé le sujet au niveau régional, au niveau universitaire. Là, c'est un travail d'ampleur qui est en train d'être mené au niveau national pour identifier à la fois les besoins des entreprises, les besoins des administrations, les besoins des éditeurs. C'est l'ensemble des besoins qui sont recensés. Et d'un autre côté, recenser l'ensemble des formations, parce que les formations sont parfois enfouies, elles n'apparaissent pas sur leurs descriptifs, ou au contraire, elles sont exagérées. On a l'impression qu'on va trouver la bonne formation, et au contraire, quand on gratte, on s'aperçoit qu'elle n'existe pas. Donc on va essayer de réconcilier tout ça, et ensuite de trouver des préconisations. Ça va permettre de légitimer des actions collectives nationales pour des formations courtes, mais aussi des formations qualifiantes. Donc là, on joue à plein notre rôle paritaire. Et pour poursuivre ce que disait Patrice Bertrand à l'instant, vous êtes tous invités en fait à prolonger et à légitimer encore davantage cette initiative et à exprimer vos besoins et à commenter cette étude qui sera publiée au printemps prochain. Message reçu. Une question ici et une question tout au fond là. C'est plus des témoignages, non, j'ai l'impression, mais allez, après on va... Appuyez, ouais, c'est rouge, c'est bon. Ah oui. Dominique Perret, édition Francis Lefebvre. Je suis à la fois un client et un utilisateur. Ce que j'entends dans ce que vous avez dit, c'est que le centre de gravité naturel du logiciel open source serait donc les États-Unis. Bon, j'ai quelques informations. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent en Chine, d'une part, et en Asie en général. Et par contre, vous n'avez absolument pas parlé d'organismes ou de missions quelconques européennes par rapport à l'open source. Ça m'inquiète un petit peu. Bon, là, je crois qu'il y a pas mal de monde qui peuvent répondre à cette question, excellente au demeurant. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le centre de gravité de l'open source commercial était aux États-Unis, parce que c'est là-bas que les grosses sociétés peuvent se développer, trouver des capitaux et grossir. Je pense que Cédric Thomas a fait un excellent point tout à l'heure, comme quoi les communautés open source se formaient partout, avec un très gros épicentre en France, avec la Chine, avec le Brésil qui sont actifs. Par contre, les gros succès, les boîtes qui marchent bien, dans le logiciel en général d'ailleurs, open source ou pas, la majorité sont américaines. Je pense que c'est difficile de dire autre chose. Laurent Séguin. Alors, des boîtes du logiciel libre aux US, il y en a très peu, et elles sont massivement en Europe. Si vous regardez la plupart des entreprises qui sont impliquées dans le logiciel libre et open source, toutes les entreprises, pratiquement toutes les entreprises qui sont dans les couches hautes du système d'information sont en Europe. Pourquoi elles sont en Europe? Parce qu'en Europe, on a une grande chance par rapport aux US, c'est qu'on n'a pas les brevets logiciels. Et ça, c'est la grande force de l'Europe qui lui permet d'innover dans les couches hautes des systèmes d'information, parce que justement, on ne verrouille pas une idée. L'achat en un clic d'Amazon qui a été invalidé, voilà, ce sont des choses comme ça. Donc, après, est-ce qu'il y a des ouvertures vers le reste du monde? Bien sûr, il y en a. On discute beaucoup, toutes les structures discutent beaucoup avec les fondations. Il y a énormément d'entreprises françaises et européennes qui sont dans la fondation Apache, dans la fondation Eclipse, dans d'autres grandes fondations de développement. W2, on en est une internationale. Il y a des entreprises françaises qui contribuent dans OpenStack comme toi, comme d'autres, Slapost qui devient international aussi. Voilà, on n'est pas fermé. Par contre, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que vraiment l'innovation sur les couches hautes du système d'information, c'est l'Europe. Et ce n'est pas vrai que c'est les US qui leadent le tout, du moins en libre. Ils leadent sur le logiciel privateur, ça c'est sûr, mais en libre, c'est l'Europe. François Elie, après Stéphane Fermillet. Oui, il y a une originalité de l'Europe, c'est qu'elle arrive à structurer autour de l'achat public. Par exemple, ce que nous avons fait sur la Dulac, on a réussi à le porter au niveau européen, une forge européenne, une réflexion sur le procurement. Dans le projet, dont on peut ironiser sur la position de la Commission elle-même, mais sur les services, le projet JoinUp a réussi à fédérer tous les projets fédérateurs, justement. Alors, un petit paradoxe. On se plaît à dire que l'open source c'est quelque chose qui tire au moment l'informatique mondiale, dans une ambiance où il y a des ennemis extrêmement puissants et dans une ambiance permanente de guerre civile. C'est donc qu'elle a une force formidable.
Oui, je vais encore revenir à nos 10 propositions en préambule. Non, c'est vraiment pour faire de la pub, que tout le monde les lise. Pour les au moins une fois. On avait écrit état des lieux, un leadership qu'il faut maintenir et faire fructifier. Et on citait, par exemple, Pierre Audouin, consultant, donc le Mathieu Poujol, que vous connaissez peut-être, qui déclarait le 26 janvier 2012 dans un communiqué de presse: la France reste le marché phare du logiciel libre dans le monde. Il y a eu d'autres études, d'autres analyses, le groupe 451, qui est aussi assez connu dans notre écosystème, qui avait sorti la France championne d'Europe, donc c'était pas championne du monde, mais c'était championne d'Europe au moment du championnat d'Europe de football. Il y avait une étude qui avait été sponsorisée par Red Hat, avec, alors je sais plus si c'était l'université de Caroline du Nord ou peut-être une autre, une université ayant pignon sur eux aux US, qui avait fait un benchmarking de tous les pays du monde en matière de logiciels libres et d'open source, et c'était la France, là encore, qui était arrivée en tête, ou dans les 3 premiers, j'ai plus le souvenir exact. Alors, comment l'expliquer? Moi, je l'explique par plein de raisons, bien sûr, on en a évoqué quelques-unes, mais il y a eu un rôle historique, il y a eu un engouement en 97-98, au moment, juste un peu après que l'April se soit formé, juste au moment où l'AFUL s'est formé. Il y a eu la mission, donc la MTIC, la mission sur les technologies de l'information et de la communication. Il y a eu l'ATICA, l'Agence pour les technologies et l'information et de la communication dans l'administration, l'ADAE, etc. J'ai cité tous ces acronymes barbares qui ont à chaque fois aider à la diffusion du logiciel libre dans la sphère publique. On a dans la salle un certain nombre de personnes qui sont des héros de l'adoption de ces logiciels libres et qui ont vraiment donné un coup de pouce. Et au final, à partir du milieu des années 2000, on peut dire que la France avait vraiment pris une avance sur ses partenaires européens, sur ses partenaires ailleurs dans le monde, en termes de marché. Alors après, en termes de production, c'est vrai qu'on a les soucis qui ont été évoqués tout à l'heure par Yves, c'est-à-dire la France, pays moyen, puissance moyenne, comme avait dit un président qui s'était fait taper sur les doigts ensuite. Mais c'est vrai, en informatique, il faut, pour une société française, il faut aller percer aux États-Unis, et même pour convaincre les acheteurs privés. Alors, les acheteurs publics, ça va encore souvent, pas toujours, mais assez souvent pour arriver à démarrer une nouvelle activité, mais pour convaincre les grands groupes français, il faut souvent se faire passer pour une société américaine. C'est-à-dire que le Talend, j'imagine, vous faites passer parfois pour une société américaine. Je passe la parole quand même, Laurent Séguin, c'est ce que vous vouliez raconter, je crois. Et Nuxeo, c'est pareil. On a notre CEO qui s'est installé aux US. On a un site en anglais qui est mieux que le site en français. Bon voilà, on se fait presque passer pour une boîte américaine. On a 3 bureaux aux US. Un seul en France. Bon, on ne va pas préciser que le bureau en français est quand même à l'heure actuelle beaucoup plus important. Vous allez là où est votre marché. Mais voilà, il faut être à la fois là où il y a le marché principal et se faire une réputation aux US pour revenir ensuite attaquer les grands comptes français. Ouais. C'est ce qui a fait d'ailleurs, pour anecdote, Criteo, là, une société du web qui est partie se développer aux US et qui vient d'être rapatrier son siège social en France. Donc voilà, il peut y avoir un mix intelligent aussi pour franchir des gaps. Paradoxe en fait. Et là, on revient à la table ronde de ce matin. C'est que si la France a une vraie production de logiciels libres métier, avec des vrais outils prêts à l'usage, les entreprises françaises n'achètent pas. Moi, je suis dans une start-up qui fait un logiciel, j'ai 100% de mon chiffre d'affaires qui est à l'export. Je ne vends pas en France. C'est bon pour la balance commerciale de la France. C'est bon pour la balance commerciale, comme ça. Mais ce serait bien de pouvoir s'asseoir aussi sur un marché national pour être plus à l'aise à l'international. C'est vrai. Voilà. et donc ça, c'est là le rôle des utilisateurs. C'est que, je termine 2 secondes, j'en ai pour 2 secondes. C'est les grandes entreprises, toutes les entreprises achètent du libre. Parfois sans le savoir, mais elles achètent du libre. Faites attention à ce que vous achetez. Quand vous êtes en France, vous avez une empreinte économique qui n'est pas négligeable. Donc, au lieu d'acheter un produit qui est développé par un éditeur de on ne sait pas où il est, machin, essayez de regarder s'il n'y a pas le même savoir-faire juste à côté de vous. Voilà. Philippe Montargès. Oui, juste pour rebondir sur ce qui est bon ou pas bon côté de l'Atlantique, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de dire par Laurent et Stéphane. Je voudrais bien qu'on prenne ce qu'il y a de bon aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on valorise chez nous bien les métiers du développement logiciel. Et ça me paraît un point important, ça revient au sujet, parce que la crise des vocations, elle passe aussi par le fait que le métier de développeur n'est pas valorisé comme il devrait l'être. Et je pense que ça, c'est un point important, et ça, c'est la responsabilité aussi collective de tous de revaloriser ces métiers du développement.
Cédric Thomas. Oui, un mot par rapport à la géographie, la Chine, le Brésil et l'Europe, et ce qu'on peut faire nous. Forcément, en 10 secondes, je vais être forcément très caricatural. Donc, je vous en donne 20, comme ça vous doublez le temps de parole, c'est royal. Non, mais je pense que pour encore renforcer le clou, en France, on a une vraie chance, on a un vrai pouvoir de marché. Il y a des tas d'étudiants en Chine, dans une université comme Peking University, qui est l'équivalent, c'est le Berkeley chinois, qui travaillent sur nos projets. Dans des universités, University de São Paulo ou Unifor, au Brésil, il y a des étudiants qui travaillent sur des projets et des thésards. Donc on a un certain leadership quand même. On arrive à projeter des projets qui attirent dans le monde entier. Alors maintenant, nous, c'est le vrai bazar, mais je pense que c'est normal, hein, c'est la définition un peu de l'open source. Mais dans d'autres pays où ils essaient de tout organiser, c'est pas forcément mieux. Alors, pour parler de la Chine, il y a deux open source. Il n'y a pas d'open source commercial en Chine, parce qu'il n'y a pas vraiment de boîtes privées. Il y en a très peu. Elles font du business avec les grands. Alors, Red Hat est implémenté, est installé là-bas, mais c'est le seul vraiment qui arrive à faire quelque chose et qu'on rencontre. Sinon, vous avez des organismes qui s'appellent CoSoft et CoPu qui représentent l'open source étatique, parce que le gouvernement, le ministère de la Science et Technologie, le ministère de l'Industrie d'un côté, ont préempté l'open source et ont créé leurs propres organismes qui sont en fait des commis voyageurs pour l'industrie nord-américaine, quelque part. On voit, ils sont vraiment des représentants qui organisent des événements avec des avions antiques qui viennent complètement ce sont les boîtes américaines qu'ils invitent. Et puis ensuite, il y a aussi cet open source, on va dire, urbain, c'est-à-dire des jeunes qui, dimanche après-midi, se font des réunions open source, qui partagent l'expérience open source et qui, eux, partagent un peu un éthique ou des motivations, des attentes de sorte de liberté. C'est limite borderline de faire l'open source et de parler du libre et de la liberté. D'ailleurs, on ne parle pas trop de liberté là-bas. Et finalement, c'est ça. Il n'y a pas d'open source commercial. Alors, Talend, vous avez des gens là-bas, mais vous embauchez des gens qui sont en unité de production. Donc, il n'y a pas la même dynamique qu'on peut avoir ici. Au Brésil, c'est à peu près la même chose. Ils ont inventé ce qu'ils appellent une licence, qui est une licence publique, qui s'appelle Software Publico, qui identifie des logiciels qui sont largement promus à l'intérieur dans toute la couche pour les commandes publiques. Donc ça marche assez fort. Mais l'industrie est elle-même assez balbutiante de ce côté-là. Donc nous, on a une véritable industrie. Alors qu'on s'entende autour du CNLL ou d'un autre, on peut s'organiser. Mais je pense qu'on a une vocation à avoir un rôle d'outsider, peut-être, mais on est dans le peloton de tête, vraiment. Moi, ce que je voudrais, c'est que dans le peloton de tête, on est plus de leaders. On va pas se battre avec les chiffres, avec Stéphane. Tu as certainement raison sur ces études du 451 qui dit qu'on est un des champions de l'open source. Maintenant, si on prend les 10 plus gros éditeurs open source mondiaux, je suis prêt à parier qu'il y en a 7 ou 8 qui sont américains. Si on prend les boîtes open source qui ont levé des capitaux significatifs en 2012, ils sont quasiment tous américains. Donc on a certainement beaucoup d'éditeurs, beaucoup de talents en France, mais ils sont trop petits, ils sont trop morcelés, ils n'ont pas les moyens de grossir, ils n'ont pas les financements pour grossir. Moi je trouve ça très bien que les administrations, les grands donneurs d'ordre français regardent d'abord les produits français, mais je voudrais qu'ils regardent d'abord les produits français parce que c'est les meilleurs et qu'ils ne les prennent pas parce qu'ils sont français, mais que c'est parce qu'ils trouvent de mieux sur le marché que ça réponde à leurs besoins. C'est parfois le cas, parfois c'est le meilleur produit, mais ils ne veulent pas. Hein. Moi je connais des exemples dans d'autres industries où pour des raisons de ratio, on préfère aller chercher à l'étranger un logiciel qu'on peut avoir au même prix en France. Il ne faut pas nier non plus cette idéologie du côté c'est mieux ailleurs, qui est assez fortement imprégnée chez certains acheteurs dans certaines filières, voilà, dans l'automobile notamment. Ouais, alors je voudrais dire deux choses. La première, c'est que j'ai entendu beaucoup parler des éditeurs américains. Je travaille pour une société qui vient d'Amérique du Nord, Red Hat. Mais franchement, le débat géographique est presque sans objet pour moi. Les technologies au ministère de l'économie, en fait, c'est le redressement productif. Hein, non, parce que ce que je veux dire par là, c'est que... Ils sont plutôt made in France. Ce que je veux dire par là, c'est que en particulier dans les technologies de l'information ou dans le monde informatique, il n'y a pas vraiment de nationalité aujourd'hui. La France joue son rôle, les États-Unis jouent leur rôle, l'Allemagne joue son rôle. On fait à travers Red Hat un certain nombre. Il y a une nationalité quand il y a un plan social, quoi. Souvent. Enfin, elle apparaît plus clairement. On a quand même un sujet à traiter aujourd'hui. Non, ce que je veux dire aujourd'hui.
Ce que je veux dire par là, c'est que les écosystèmes locaux sont extrêmement actifs, et quand on fait des événements de type Open World Forum en Italie, ça s'appelle Open Source Day ou autre, on y voit un grand nombre de petites entreprises avec des investisseurs qui ont créé leur société, qui créent des emplois, etc. Et nous, rien qu'en France, sur les 18 derniers mois, on aura recruté une vingtaine de personnes. Voilà, c'est pas grand-chose, mais on n'est pas très gros non plus en France. Hein, mais voilà, on crée de l'emploi. Donc le débat Amérique du Nord versus Europe ou France... moi, je crois à un monde d'entropie croissante, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui se développe, l'information circule, on ne peut pas fermer les frontières. Et donc, ce qui va faire la pérennité, et je pense que c'est peut-être ce qu'il faudrait avoir en tête, ce qui va faire la pérennité des entreprises PME, TPE qui se lancent, qui innovent en France, c'est la qualité de ce qu'elles vont produire, avant toute chose. Les investisseurs français, VCs ou autres qui vont mettre de l'argent, ou étrangers, mettront de l'argent d'abord quand il y aura une valeur de la proposition commerciale ou de la proposition technologique de ces entreprises. C'est ça qui fera la pérennité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, par rapport à la formation, le gouvernement devrait jouer un rôle de cadrage. Il peut y avoir de l'impôt, du crédit impôt recherche, il peut y avoir des choses comme ça, mais tout ceci ne trouvera sa résonance que lorsque la valeur de la proposition de ces entreprises sera avérée et appréciée par le marché. À partir de ce moment-là, les entreprises seront pérennes. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, juste pour dire, en Europe, Red Hat a un peu plus de 500 développeurs en République tchèque. Donc, on investit aussi en Europe. Philippe Montargès, oui. Je voulais réagir là-dessus, c'est que la caractéristique de la filière open source en France, c'est que c'est de l'emploi de proximité, et c'est beaucoup d'emplois qui sont créés dans les régions, partout. Comme l'a dit ce matin Patrice, dans l'étude du CNLL, il y a beaucoup de TPE et de PME et qui créent peut-être 1 ou 2 emplois chacune en France. Donc la création d'emplois nets dans les 3 ans qui viennent de la filière, c'est 5000 emplois nets créés. Alors c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est 5000 emplois créés en France, localement. Merci. Je vais peut-être conclure sur ce propos. Je sais qu'il y a plein de réactions encore, mais je pense qu'on va pouvoir discuter ensuite. Alors, je suis désolé, hein, je suis tenu par les délais. Donc l'open source comme levier du redressement productif, moi c'est un peu la conclusion que je pourrais donner à cette table ronde. En tout cas, quand il y a 5000 emplois créés nets dans cette filière, il y a beaucoup de filières industrielles, on aimerait bien avoir le même bilan. Voilà, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, je fais un petit témoignage du côté usine nouvelle. Voilà. Alexandre, à toi. Thibaut, merci beaucoup, on peut les applaudir bien fort.